Euh, Donc, c'est ça, bienvenue à l'atelier InfoX Chic Choc. C'est ça, avec les soumissionnaires autour de la table, on a juste, vous allez vous présenter, mais on a Alexandre Robert, Avalanche Québec, Leblanc ici, JP Poulain, Le Couloir, on a 132 Auberge de montagne des Chic Chocs Guillaume Gagnon, Ski Chic Choc. Les deux autres soumissionnaires, c'est le Ski Shack, qui sont pas encore arrivés, et le Chic Shack avec Charles, Alex. Euh, c'est l'ensemble des joueurs des Chic Chocs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ça, l'objectif premier de cet atelier-là, c'est de vous expliquer en fait comment augmenter la qualité des données que vous allez soumettre à InfoX dans l'objectif de pouvoir accroître la pertinence. Donc, quand on regarde les rapports InfoX puis on essaie d'analyser qu'est-ce qui se passe, c'est important que les observations soient de qualité pour qu'on puisse être capable de s'y fier. Donc, je vais vous expliquer quelques petits trucs, des lignes directrices là, qu'on a établies. Il y a un comité InfoX là, qui travaille au Canada. Ils ont établi des normes directrices. Puis, avec Alex Robert, qui est ici avec nous, lui, il va nous donner des trucs terrain pour pouvoir optimiser la récolte de données. Vous le savez, Avalanche Québec, on n'est pas une opération qui guide des gens. Donc, on consacre la majorité de notre temps à analyser la neige, à creuser, à faire des observations. Donc, on n'a pas nécessairement, en fait, on a 100% de focus sur l'environnement. On n'a pas besoin de gérer autre chose que notre collègue de travail. C'est vraiment différent pour votre entreprise parce que vous avez des clients à encadrer en même temps. Donc, vous avez comme une double responsabilité de recueillir des informations, encadrer votre groupe. Puis Alex, ben, il va passer une bonne partie de l'atelier pour vous donner des trucs de terrain pour savoir comment faire ça de façon rapide et efficace. Donc, juste pour me présenter, là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Leblanc, je travaille à Avalanche Québec depuis de nombreuses années. Et c'est ça, je suis prévisionniste en avalanche, donc j'écris des bulletins d'avalanche pour les Chic Chocs. J'écris aussi des bulletins d'avalanche pour Avalanche Canada à partir de ma maison à Capcha. J'écris pour l'ouest du pays. Et je fais aussi, c'est ça, je travaille pour les services professionnels à Avalanche Québec. Donc, j'anime des ateliers, des webinaires, j'enseigne des cours professionnels niveau 1 à Vissar et j'essaie d'organiser un peu là, l'industrie professionnelle ici en offrant du support, du mentorat, des activités pour vous aider. Donc, cet atelier-là, j'espère que vous allez trouver ça pertinent. Donc, je passe juste la parole à Alex pour qu'il se présente. Veux bien? Merci Julie. Ben, mon nom c'est Alex Robert. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'ai commencé à guider dans les Chic Chocs en 2007. Et puis dans les dernières années, j'ai été dans l'Ouest canadien. J'ai travaillé pour deux entreprises, en particulier une qui s'appelle Selkirk Tangiers Heli Skiing, puis une qui est Selkirk Mountain Experience, qui est en touring. Dans l'objectif d'aller chercher un peu plus de mentorat, d'aller chercher un peu plus d'expérience. Je suis guide de ski de la CMG, puis je suis aussi membre professionnel de l'Association canadienne des avalanches. Maintenant, j'offre mes services en consultation en gestion de risque, que ce soit en service guidé aussi, en formation, premiers soins en région éloignée, formation de ski de montagne, formation de ski tout court. C'est les chapeaux que je porte maintenant. Parfait, merci. Donc, peut-être juste faire un tour des participants, juste de vous présenter, dire, c'est ça, là, votre territoire d'action, juste pour qu'on puisse savoir une carte mentale de qui se situe où. Vas-y, JP, si tu veux commencer. C'est quasiment gênant d'aller après deux vedettes comme ça, là. T'es vedette, toi aussi, là. Salut, moi c'est JP Poulain. Moi, ça fait une dizaine d'années en fait que je guide à chaque hiver dans les Chic Chocs. Il y a 4 ans, j'ai démarré mon entreprise, Le Couloir. On offre des formations, on guide sur des terrains exclusifs, autant au niveau de la CEPAC aussi dans le secteur du parc. Et il y a 2 jours, on guidait dans la réserve faunique des Chic Chocs aussi, à voir comment ça va se développer, mais c'est un autre sujet. Euh, voilà, on opère surtout sur la côte.
gaspésienne. Et c'est ce que j'aurais à dire. Je suis un avide. J'aime beaucoup le ski. Je voyage beaucoup pour skier aussi. Puis j'aime l'aventure. Parfait. Puis toi, c'est la deuxième année que tu travailles avec InfoX ou? J'avais travaillé un peu avec le Chic Shack aussi il y a quelques années. Mais oui, c'est la deuxième année qu'on l'a intégré au sein de notre entreprise. Super. Ben, merci. L'auberge de montagne. Ouais, il faudrait ouvrir le micro, par exemple. Ouais. Salut à tous, moi c'est David de Barros. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur adjoint puis responsable des activités plein air ici à l'Auberge de Montagne. Puis, j'en profite pour présenter ma team. Dans le fond, cette année, on a une équipe extraordinaire de guides. Vous avez Saint-Cyr, vous avez Camille Leclerc, vous avez Grégoire Choganami, on a Julie Sonnette, on a Yann Barriot qui commence cette année à l'Auberge Nouveau. Nicolas Wagner, on a Jean Saint-Denis, on a Alexis Bernier, William Bruno, Delphine Duvernay-Tardif et Béatrice Baudouin-Masse. C'est ça. J'imagine que vous connaissez tous l'auberge de montagne, secteur d'opération, que je n'ai pas vraiment besoin de qui est là-dedans, mais on est très content de faire partie de l'activité ce soir, puis bien de partager vos informations. Super, merci. Alors, c'est William Pinault, je vais me présenter, je travaille à l'auberge, puis je travaille aussi au ski shack. Fait que je suis représente le ski shack, des notes, puis jamais on a des interrogations. Fait que le ski shack, c'est la troisième année d'opération, puis on était sur le projet InfoX l'an passé. Fait que là, c'est un peu comme ça. On va pouvoir continuer cette année avec vous autres, avec plaisir. Fait que je vais comme porter deux chapeaux là, ce soir comme guide à l'auberge, puis également comme chef guide au ski shack. C'est bon. C'est ça, juste la gang de l'auberge, d'essayer de réduire votre débit parce que on dirait que ça a de la difficulté là, à passer au travers des zones Wi-Fi ou satellites, là. Donc, parlez juste un petit peu plus lentement, mais on a compris l'essence. Merci. Oui, et il reste Guillaume, à toi. Bonjour tout le monde, moi c'est Guillaume Gagnon. Je travaille là justement avec Ski Chic Choc, je suis un des propriétaires. Ça fait plusieurs années qu'on est avec InfoX, je pense depuis, je dirais peut-être 10 ans. Puis c'est ça, travaille là, avec des services guidés dans la réserve puis dans le parc. Puis je suis niveau 2 là, de l'Association canadienne des avalanches. Excellent. Merci tout le monde. Euh, Super. Donc, après la présentation des joueurs, on va présenter InfoX. C'est ça, il y a différents niveaux d'expérience dans l'équipe. On va juste prendre une minute pour expliquer qu'est-ce que c'est InfoX, d'où ça sort, puis pourquoi on devrait mettre une attention particulière à cet outil-là. On peut laisser la parole à Alex. Oui, merci Julie. Donc, InfoX a commencé en 1991, mais ça a pris pas mal plus d'envol là, dans les années 2000. Un des rôles premiers d'InfoX, c'était de partager les données et l'information des entreprises entre elles. Puis ça a été suite à une recommandation d'un coroner, suite à un accident mortel qu'InfoX a vraiment pris un peu plus d'envol pour partager vraiment les données dans les entreprises pour éviter la vision silo que les entreprises peuvent avoir de juste voir son terrain, juste voir ses problèmes d'avalanche et ses risques en particulier, puis de pouvoir avoir justement la vision des autres entreprises autour, ça leur permettait d'augmenter la sécurité de leurs opérations, puis d'augmenter aussi la crédibilité à leurs observations, puis de les valider avec les autres entreprises par la suite. Donc, maintenant, InfoX est multiplateforme et aussi international. Il y a d'autres pays qui utilisent InfoX, comme la Suède, par exemple. Ils vont carrément prendre la plateforme InfoX et l'intégrer à leurs propres opérations à l'intérieur du pays. Donc, c'est un très bel accomplissement de l'Association canadienne des avalanches et c'est un outil qui, à mon avis, est essentiel pour une entreprise de services guidés en montagne l'hiver.
Super. Donc, dans le fond, là, peut-être que les objectifs personnels, ben pas personnels, mais des entreprises de participer à InfoX, ça fait plusieurs années qu'Avalanche Québec, on essaie de pousser cette plateforme-là, de pousser la collaboration. Euh, je veux juste dire quelque chose que ben, peut-être que vous savez ou vous savez pas trop, là, mais pour travailler avec cette plateforme-là, InfoX, de l'Association canadienne des avalanches, ça requiert un niveau 2 professionnel. Donc, normalement, si l'entreprise, il n'y a pas de niveau 2 au sein de l'entreprise, on ne devrait pas être capable de participer. Au Québec, Avalanche Québec, on a décidé de chapeauter ce projet-là, d'encadrer les entreprises, de les mentorer, de les coacher pour vous donner un accès à cette plateforme qu'on juge essentielle. Vous allez voir, là, il y a plusieurs usages. Oui, à partager des données entre les voisins, mais surtout Alex va mettre l'emphase là-dessus, là, sur la gestion des risques opérationnels au sein de votre organisation à l'aide de workflows qu'on ne partage pas nécessairement dans les rapports. Donc, c'est ça. Avalanche Québec, c'est ça l'entente qu'on a en fait avec vous autres. C'est que on vous aide, on vous coach, on vous supervise, entre guillemets, dans la saison, on vous donne des informations. Si vous avez des questions, vous nous appelez. Puis, à la fin de l'année, on fait un remboursement qui va être au prorata de vos nombres de sorties quotidiennes. Donc, au début, vous payez votre inscription, puis à la fin de l'année, advenant le nombre de cas de sortie, là, on vous offre un remboursement. C'est pour ça qu'on veut vraiment prendre le temps d'expliquer c'est quoi, parce que c'est pas tout le monde qui a le même niveau de connaissance et de compétence pour analyser les informations ou synthétiser ce qu'il faut écrire quand on est en train d'écrire un sommaire de manteau neigeux. Là, des fois, on est bien. On se perd facilement. Fait que c'est ça qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Fait que Alex va juste peut-être remettre l'emphase sur les deux objectifs là, qu'on veut vraiment que vous reteniez. Et le premier, souvent peut-être sous-entendu ou un petit peu négligé. Fait que vas-y, Alex, je te laisse. Oui. Donc, un des premiers objectifs en titre, en tant qu'entreprise, ce serait un outil pour la gestion du risque. InfoX, oui, c'est une plateforme d'échange d'informations, mais à la base, ça vous permet en tant qu'entreprise de faire votre propre gestion de risque et en évaluant les risques, en les nommant, en les identifiant, puis ensuite en leur donnant un indice de danger. L'autre objectif d'InfoX, c'est de partager ces observations-là, puis cette perception du risque-là que chaque entreprise a à travers les autres entreprises. InfoX, c'est une plateforme qui est publique, mais il y a des portions qui sont privées. Donc, tout ce qui a attrait aux avalanches va être partagé à l'intérieur des entreprises. Mais lorsque vous avez des volets qu'on appelle freeform, qui vous permettent d'identifier tous les risques connexes qui n'ont pas nécessairement attrait aux avalanches, mais ça va être des informations qui vont être privées à l'intérieur de votre entreprise. Un autre exemple de ça, c'est un run list, communément appelé, en français, je cherche la terminologie, mais bref, le terme à l'intérieur d'InfoX va être le run list, donc toute la liste des pistes que vous pouvez fréquenter dans votre journée, que vous allez leur donner un code de couleur, mais ça va être privé à vous, à votre entreprise. Donc, à ce moment-là, cette information-là n'est pas divulguée aux autres. Donc, ça vous permet de garder un aspect privé à l'intérieur de votre entreprise. Donc, juste pour aussi faire un petit peu de pouce là-dessus, on a fait un webinaire la semaine passée sur des nouveaux produits qu'Avalanche Québec va offrir. Donc, si vous n'étiez pas parmi nous, je vais juste mettre l'emphase là-dessus. Là. Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir parce qu'une image vaut mille mots. Est-ce que vous voyez un diaporama avec la carte projet pilote? Oui, OK. Donc, dans le fond, c'est ça. L'année passée, on a fait un projet pilote sur la côte gaspésienne. Donc, vous voyez le polygone qui est en jaune qui était notre zone littorale qu'on a appelée et le polygone autour de Murdochville. On avait fait des projets pilotes pour émettre des bulletins d'avalanche le week-end seulement. La zone au centre, c'est la zone de prévision chic-choc habituelle avec un bulletin quotidien. Ce qu'on a présenté la semaine passée, c'est qu'on va offrir un nouveau produit cette année qui va s'appeler Veille et avertissement, qui ne sera pas un bulletin complet comme un bulletin d'avalanche que vous connaissez, mais vraiment une veille, une veille ou un avertissement qui peut prendre différentes formes. Donc, on n'a pas des polygones qui sont prédéfinis.
Donc, on pourrait décider que, par exemple, la tempête qui rentre la semaine prochaine va affecter plus l'ouest des Chic-Chocs, dont le Mont-Logan, le secteur de l'auberge de montagne, etc. On va dessiner un polygone sur une carte et on va dire c'est une veille un peu à l'image là, d'Environnement Canada, les veilles de tempête hivernale et les avertissements, là. Mais nous, ça va être vraiment au niveau d'un risque accru. Donc, on ne dira pas ça va être modéré ou considérable ou élevé, c'est juste une augmentation du danger d'avalanche dans cette période-là. Donc, il va y avoir un début puis une fin à ce produit-là. Et c'est ça, la zone géographique, elle va être définie un peu selon les patrons des tempêtes. Donc, il pourrait y avoir une veille pour le secteur ouest des Chic-Chocs, une veille pour le secteur central, incluant Murdochville, ou une veille pour le littoral. Donc, comment ça va s'afficher là, sur notre site web? C'est ça, je fais du pouce parce que si vous voulez écouter le webinaire, là, Jean-François, il en parle pendant 15 minutes. Mais c'est ça, il va y avoir un grand bandeau sur notre site web qui va être écrit, là c'est en orange, là, c'est un test, mais ça va être écrit veille ou avertissement pour les Chic-Chocs. Cliquez ici pour plus d'informations. Puis là, vous allez savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une augmentation des températures, est-ce que c'est de la pluie significative, etc., etc. D'où l'importance, en fait, de votre collaboration, parce que vous êtes tous situés en périphérie de la zone principale des Chic-Chocs. Donc, en lisant vos bulletins InfoEx, en lisant votre descriptif du manteau neigeux, on va être capable de se faire une idée de qu'est-ce qui se passe au sol. Et là, en sachant qu'il y a une tempête ou il y a un événement météorologique qui pourrait accroître le risque, bien, ça va nous permettre d'émettre ce produit spécial-là. Donc, j'en dis pas plus. Vous pouvez aller sur YouTube, écrire Avalanche Québec webinaire. Et écoutez, le webinaire, là, ça dure 1 heure, là, mais la section sur ce produit-là commence aux environs de 47 minutes. Ça dure 15 minutes. C'est Jean-François Michaud qui prépare ça. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est comme un bon timing qu'on puisse collaborer ensemble, échanger sur InfoEx. Comme ça va nous aider à c'est ça, être capable de savoir quand et comment émettre des nouvelles avertissements. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais partager mon écran, je vais vous montrer les différentes sections d'InfoEx, puis je vais regarder chacun des onglets, je vais expliquer quelques petits trucs. Puis après ça, après chacun des trucs, par exemple, la description du manteau neigeux, Alex va vous dire des trucs, va vous expliquer comment lui il fait sur le terrain pour être capable d'acquérir ces informations-là. Fait que moi, je vais vous expliquer comment on l'écrit dans InfoEx, les bonnes pratiques, ou comment on fait pour synthétiser l'information. Puis Alex va faire plutôt la récolte de données sur le terrain. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est d'être capable d'encadrer notre groupe, puis en même temps d'acquérir des données sur le terrain. Puis pas besoin de creuser des profils de neige pendant 2 heures à tous les jours. On est capable de ramasser de l'information suffisamment en se déplaçant pour être capable de faire ça. Fait que je repartage mon écran ici, InfoEx. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup de tours d'horizon d'InfoEx. Je vais aussi vous partager des vidéos. Donc, on a ici la colonne de gauche. Un instant, je vais prendre mon super outil. OK. Donc, ici, on a la colonne de gauche avec les différents trucs. Donc, on a le tableau de bord, les workflows, on va en parler tout à l'heure, les observations, les rapports et les graphiques. Vous pouvez aussi descendre à l'onglet ressources. Donc, ça, il y a plein d'affaires importantes là-dedans. Je vais vous les repartager ensuite, mais un des trucs que vous devez connaître et que vous devez avoir à proximité, c'est le bon vieux Ogres. Donc, InfoEx, on utilise la terminologie Ogres. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, le télécharger ou avoir une version papier parce que la plupart des termes qu'on utilise, il faut que ça soit compréhensible par le reste de nos usagers. Au Québec, le Ogres il est quand même en anglais, fait qu'on va écrire un HS, un Height of Snow. Ça, c'est la hauteur de neige au sol. On va quand même utiliser le code anglophone. Par contre, quand on va écrire des textes, on peut l'utiliser, écrire en français. Fait que ça va être un truc genre couvert de neige limité, HS 45. On a le droit d'écrire ça. On peut se balader dans les deux langues. Fait que moi, je vais aller ici
dans, par exemple, les rapports, juste pour vous expliquer un peu là, les différents onglets qu'on peut y retrouver. Fait que, dans le fond, juste en commençant, on a la vue soit tabulaire en tableau ici ou une vue de carte. Donc ça, on peut facilement basculer d'un bord à l'autre. Je vais peut-être juste changer, attendez-moi une seconde. Je vais juste changer d'opération, comme ça, on va avoir un petit peu plus de données. Hop. Bon, je prends un truc de l'ouest du pays, là, mais c'est juste pour qu'on ait un petit peu plus de données. Donc ici, si vous regardez sur la carte, on a un affichage de carte, puis on peut allumer et éteindre différents trucs sur la carte. Donc en ce moment, au Chic Choc, on n'a pas beaucoup de soumissionnaires, fait que c'est difficile de voir ça, mais c'est des choses que vous pouvez faire. Donc vous pouvez allumer, éteindre différentes options ici. Ou vous pouvez basculer avec la vue tabulaire, puis là, regarder dans un tableau chacune des observations. Fait que dans le fond, ici, ce que vous devez savoir, c'est que chacun des onglets ici, vous pouvez les afficher comme vous voulez. OK? Vous pouvez aller dans l'outil ici, là, puis cliquer les boîtes. Donc, vous pouvez soit voir tout ce que vous voyez ici, donc les messages, les observations d'avalanche, le danger d'avalanche, etc. Mais s'il y en a qui ne vous intéressent pas, par exemple, vous pouvez les décocher puis les enlever. Même chose ici, quand vous arrivez dans les sommaires d'avalanche, par exemple, vous pouvez aller ici, ça dit Customize Table. Vous cliquez là, puis là, vous pouvez cacher ou afficher différents trucs. Donc ça, c'est important à savoir parce que des fois, on se rend compte qu'il y a bien trop d'observations là-dedans, puis on est un petit peu perdu. Au Chic Choc, c'est pas le cas, mais sachez que vous pouvez faire ça. Même chose quand vous allez entrer vos observations météo. Ça, c'est quelque chose que vous faites souvent. Vous pouvez aller ici puis choisir qu'est-ce que vous voulez voir, puis qu'est-ce que vous voulez pas voir, parce que si vous les allumez tous, ça fait une table qui est très, très grosse. Donc, c'est juste différents modes d'affichage. Fait qu'on va commencer par les différents onglets. Dans le premier, il faut vraiment faire attention, je le dis à chaque fois, c'est l'onglet qui s'appelle Message. L'onglet Message, là, c'est un message qui va être partagé au travers de toute la communauté d'InfoX. Par exemple, il y a eu un accident sur telle pente à telle altitude. Attendez, investigation de coroner en cours, etc. Donc, vous pouvez mettre des choses comme ça, mais c'est pas un message à votre équipe. Hein? C'est pas j'ai du gaz dans la Subaru 75 litres, parce que là, ça va s'afficher dans tout le réseau InfoX. Juste que vous sachiez. Donc, c'est surtout, comme on voit ici, des gens qui sont partis ou qui n'ont pas encore commencé leur saison. Ça, c'est à Shames, par exemple. Donc, c'est des messages d'intérêt général pour la communauté. Ensuite, vous avez différents onglets ici qui traitent d'avalanche. Vous avez Avalanche Observation puis Avalanche Summary. Fait que souvent, vous allez voir dans InfoX que vous pouvez prendre soit du texte, en fait, vous pouvez écrire du texte ou vous pouvez cocher des boîtes puis utiliser des menus déroulants. Ma suggestion et la suggestion du comité membership, pas membership, InfoX, c'est d'utiliser les menus déroulants le plus possible. Parce qu'après ça, on est capable de les voir sur la carte que je vous ai montrée ici. Fait que si tout le monde on écrit du texte, on n'est pas capable de synthétiser les données puis de les afficher de façon visuelle sur la carte. Puis après ça, c'est difficile de retrouver les informations. Donc, on ne peut pas, après la saison, dire ah, il y a eu combien d'avalanches de chutes de corniches au Mont-Albert. Si on les a toutes écrites dans un texte, on ne sera pas capable de récupérer ces données-là. Donc, c'est super important d'être capable de différencier les deux. Donc, dans Avalanche Observation, c'est quand on est capable de prendre certaines informations, par exemple l'heure qu'on a observé l'avalanche, la taille, le facteur de déclenchement, la grosseur. Donc, on n'est pas obligé de tout remplir, mais si c'est quelque chose qu'on pense qui est significatif, puis souvent ici au Chic Choc, ben, ce qui est significatif, c'est que ça n'arrive quand même pas souvent. Fait que si vous voyez une avalanche, au lieu d'aller dans Avalanche Summary, où est-ce que c'est un texte un peu freeform, où est-ce qu'on écrit des phrases, ben, on va aller dans Avalanche Observation, puis on va écrire, on va cocher les boîtes, puis on va entrer notre information directement. Fait que pour faire ça, je vais juste peut-être ouais, je voulais juste vous montrer. Julie, si tu me permets de rajouter, dans les observations, une chose qui peut être hyper
pratique et utile, c'est de rajouter une photo. Ça a l'air superflu, mais des fois, une image vaut 1000 mots. Puis au lieu de décrire avec tous les onglets qu'on peut choisir, la zone de départ, etc., d'avoir une photo de l'avalanche, ça va vous sauver énormément de temps. Ça va donner énormément d'informations après ça aux gens qui vont utiliser l'information qui va être inscrite dans InfoX. Oui, c'est un super bon point. Donc, des fois, on ne sait pas trop l'information. On se dit, est-ce qu'on est capable d'évaluer la taille, la profondeur? Je ne sais pas. On est capable de faire une photo. On peut attacher la pièce jointe. Ça va être hyper pratique. Fait que quand on est ici dans Avalanche Observation, là, c'est comme si j'étais en train d'entrer mon rapport. Vous voyez, les trucs qui sont en rouge, c'est ce qui est obligatoire. Puis tout le reste, c'est optionnel. Fait que dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'informations qui est obligatoire, là, le nombre d'avalanches, la grosseur type, le facteur de déclenchement, puis le type de problème d'avalanche. Est-ce que c'est une corniche ou neige sèche sans cohésion? Puis, on peut estimer ça fait combien de temps. C'est difficile, des fois on se dit, ah, je sais pas trop, mais on estime au mieux qu'on peut. Puis les autres onglets en dessous, c'est vraiment optionnel. C'est que si on le sait pas, on le sait pas, mais si vous êtes allé mesurer, vous êtes allé marcher, des fois on se dit, OK, un ski, c'est à peu près 1,50 m, on peut calculer avec nos skis. On peut mesurer des choses comme ça, ou vous êtes allé à la ligne de fracture, vous pouvez aussi mesurer la profondeur, mais tout ce qui est en gris, c'est optionnel. Donc, c'est ce qu'on privilégie de noter les avalanches dans cet onglet-là. Des points qui sont souvent, excusez, des Vas-y, points ouais. qui sont souvent au niveau du déclenchement, une grosse différence importante à faire entre skier remote et skier accidental, skier control puis skier accidental. Donc, skier control, c'est je fais un ski cut puis je déclenche une avalanche. Skier accidental, c'est je skiais et j'ai déclenché une avalanche. Donc, il y a une différence au niveau de l'intention et de la cible que le skieur a cherché à faire. Fait que si vous avez déclenché une avalanche par surprise, ben à ce moment-là, c'est un skier accidental. Parce que si vous faites un ski cut, ben là, c'est ski control, le déclenchement comme tel. Puis, si vous ne savez pas c'est quoi tous ces codes-là, vous pouvez regarder dans Augers, là, il y a une table des matières. Ou sinon, ici, dans Ressources, Ressources, InfoX Abbreviation. Donc, cliquez là-dessus, là. Vous avez tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça prend du temps, mais c'est ça. Vous pouvez retourner là-dessus. Fait que je vous conseille d'aller dans les ressources, les télécharger, les mettre dans un document à part. Comme ça, quand vous avez des questions, vous pouvez. Je suis allée tantôt, ça fonctionnait bien. Ah, voilà. Donc, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça veut dire quand on écrit C, vent C. Ben, le vent C, c'est le vent calme. Donc, c'est tout indiqué là. Puis ce tableau-là, il est intéressant parce qu'il vous réfère à la page de Ogres. Donc, ça dit à la page 9, lisez comment ça marche pour décrire la vitesse de vent. Fait que ça, c'est dans les ressources InfoX. Si vous n'avez pas trop vu d'avalanche, vous avez vu des avalanches, puis vous savez, c'est pas très significatif ou il y en a plusieurs. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut les enregistrer en Avalanche Summary, donc le sommaire des avalanches. Si c'est une avalanche, comme j'ai dit, qui était significative, importante, on prend 2 minutes puis on remplit l'onglet Avalanche Observation. Mais sinon, on vient ici dans Summary. Puis là, ici, ce qui est important d'installer, en fait, ça, c'est dans les settings d'InfoX. Ça s'appelle un atlas de terrain. Donc, ça c'est Avalanche Québec, chacune des itinéraires dans le parc de la Gaspésie, dans notre secteur d'opération, sont indiqués ici. Donc, on peut indiquer, par exemple, je suis allée au Champ de Mars, puis à l'heure que je suis allée. Puis là, ici, ça dit, regardez, il y a une boîte, là, No New Avalanche Observed. Ça, là, c'est aussi important que si on vous avez partagé quelque chose. Donc, vous êtes allé sur le terrain, vous avez fait, je ne sais pas, 50% du Champ de Mars, puis vous n'avez pas vu d'avalanche, ben, c'est super important. C'est aussi valide que d'écrire que vous avez vu une avalanche de taille 1, etc. Donc, ça permet de partager quand même là, beaucoup d'informations. Puis, vous pouvez écrire d'autres choses aussi. Des fois, on dit visibilité, limité dans l'alpin. Je ne sais pas. Je me suis promenée partout, mais j'ai pas vu grand-chose parce que là, il y avait des nuages. Donc, ça nous donne aussi des informations.
Mais là, on Je veux reste juste mettre vraiment du pouce. dans les avalanches, excuse-moi. Ouais, fait qu'on va Ouais, pas pas de parler d'autres choses, là, on est juste dans les sommaires des avalanches. Je veux juste mettre du pouce aussi sur le pourcentage de la zone couverte. Ça donne une très bonne idée à savoir qu'est-ce qui a été vu dans la zone en question. Donc, ça vaut la peine de le marquer, cette information-là, comme justement, si la visibilité est limitée dans l'alpin, ben, de le spécifier puis de dire, ben, j'ai vu justement juste 50 ben, on sait qu'à ce moment-là, 50 des champs de Mars dans l'exemple présent a été vu. Donc, peut-être qu'il y a un potentiel d'avalanche dans le 50 restant. Puis ne pas sous-estimer non plus des départs ponctuels, par exemple. Donc, aucune avalanche de plaques, mais plusieurs départs ponctuels dans la nouvelle neige. Bien, ça peut nous donner de l'information à savoir la réactivité de la nouvelle neige. Donc, c'est toutes des informations qui ne sont pas nécessairement des avalanches spécifiques importantes à mettre dans la description d'avalanche, mais dans le résumé des avalanches, à ce moment-là, ça devient extrêmement précieux comme information. Puis vous voyez, je ne l'ai pas montré tantôt, mais c'est le même endroit là, pour mettre, par exemple, si je voulais mettre une photo dans l'affichage précédent, là, observation d'avalanche, je m'en viens ici, puis je peux mettre une photo, je peux mettre quelque chose que j'ai vu. Des fois aussi, les gens, ils vont prendre une photo, puis ils vont encercler la ligne de fracture ou déterminer le contour de l'avalanche à cause de la lumière. Des fois, on ne voit pas très bien. Donc, vous pouvez redessiner par-dessus la photo si vous le mettez là-dessus. Alex, il y avait aussi un petit truc là qui. Peut-être, je sais pas si c'est le moment de partager ce truc-là, là, mais avec tes photos, là, ton outil que tu peux prendre une photo avec ton altitude, élévation, versant. Ouais, il faudrait juste ouvrir ton micro. Attends, je vais faire. Donc, un outil là, que j'utilise régulièrement dans l'arrière-pays pour prendre l'information, ça s'appelle Théodolite. Donc, c'est une application là, pour téléphone. Puis, ça permet rapidement d'avoir toutes les informations sur un endroit donné. Donc, on va avoir, je vais allumer mon pointeur. Donc, on va avoir là en haut, dans l'entête, les coordonnées de la zone, l'altitude, l'heure à laquelle on a prise, la date. Mais on va avoir aussi l'inclinaison de la pente, le versant. Puis après ça, je vais simplement prendre la photo que j'ai prise à partir de l'application, puis je vais inscrire les informations du profil, donc les résultats de test, les quantités de neige, etc. Donc, je vais inscrire tout ça. Donc, après ça, avec ma photo, mais je peux juste récupérer la photo lorsque je remplis mon rapport InfoX et je vais avoir toute l'information de mon profil de neige rapidement dans une image. Donc, on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, mais c'est la preuve. Super, ben oui, c'est des super bons trucs. Vous pouvez prendre des notes comme vous voulez, bon vieux carnet, téléphone, photo. Mais c'est ça, les observations d'avalanche par défaut vont être partagées dans le InfoX. Donc, c'est pas une information que vous pouvez cacher, là, comme par exemple, on va parler des workflows tout à l'heure, quel guide va avec quel groupe à quelle destination. Ça, vous gardez ça pour vous autres. Euh, on n'a pas besoin de connaître ces détails-là. Donc, dans le fond, c'est ça. Dans l'entente qu'on vous avait signée avec Avalanche Québec, on vous demande à chaque sortie terrain de soit faire une observation d'avalanche ou un sommaire d'avalanche. Fait que si vous êtes allé dans le terrain, vous n'avez rien vu, vous cliquez la boîte No New Avalanche, vous nous dites on est allé à la cuve du Matawi, No New Avalanche. Puis c'est super, ça compte comme une donnée très pertinente. L'autre truc qu'on voudrait utiliser aussi, ben, qu'on vous recommande fortement de faire, c'est les profils de neige ou la description du manteau neigeux. Je reviens ici. Donc, c'est un peu la même affaire. Vous avez le profil de neige ou le sommaire du manteau neigeux. Donc, c'est à l'image de ce qu'on vient de voir. Si vous avez mis votre pelle dans la neige, vous avez creusé un profil de neige, vous êtes capable de nous donner la hauteur de neige au sol. Vous avez fait des tests, vous allez aller dans profil de neige. Puis là, ben, je sais que peut-être certains d'entre vous le savez, mais vous pouvez utiliser des applications gratuites pour dessiner vos profils de neige. Donc, il y en a une qui s'appelle Niviz, Niviz. C'est gratuit, vous entrez vos informations, puis ça dessine pour vous un profil de neige. L'autre, c'est Snowpilot, c'est la même chose. Vous rentrez vos informations, puis ça vous dessine un profil de neige. Donc, au lieu de faire comme dans le niveau 1 avec les petits quadrillés puis le crayon, là, vous rentrez ça de façon numérique, puis après ça, vous pouvez l'enregistrer dans votre ordinateur et joindre la pièce attachée ici dans
le profil de neige. Donc, chez Avalanche Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a pris des observations dans un cahier, on rentre au bureau, ça nous prend 5 minutes, puis on est capable de rentrer ça dans FOX. Donc, par exemple, on écrit ça ici, je dois quand même remplir l'heure, la date. Puis ici, sommaire, ben, je peux décrire la hauteur de neige au sol, par exemple, 40, 55. Puis je peux donner, je sais pas, j'ai creusé à limite forestière, près d'une ouverture, puis après ça, zone chargée par le vent. Je pourrais décrire ça comme ça. Comme ça donne un petit peu de contexte sur l'emplacement, qu'est-ce que c'est où que j'ai creusé. Puis après ça, je pourrais attacher ou joindre là, la pièce du profil de neige. Donc, ça peut être des profils de neige test, ça peut être juste j'ai pris mes températures parce que là, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui est important. On ne savait pas trop si la pluie avait affecté l'entièreté du manteau neigeux. Ça n'a pas besoin d'être niveau 1 là, avec tous les détails. L'idée, c'est que ça soit selon les standards de August, puis que ça soit pertinent, là. Donc, dans le fond, si vous décrivez que vous avez fait 12 tests, puis c'est toujours des CT 29 ou des ECT, Extended Column Test nil, puis vous en avez fait 8, vous pouvez juste écrire un résultat, c'est suffisant, mais d'essayer, c'est ça, de retrouver des informations pertinentes. Puis si vous n'avez pas fait de profil, mais vous dites, ouais, je me suis déplacée en ski aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment eu le temps de remplir, de creuser, mais vous pouvez aller dans l'onglet qui s'appelle Description du manteau neigeux ou Sommaire du manteau neigeux. Même chose ici, c'est un texte, donc il faut user de créativité pour décrire le manteau neigeux, choisir un emplacement, des aiguilles. Vous pouvez ensuite, quand on décrit le manteau neigeux, on veut penser à partir de la surface en descendant. Fait qu'on veut noter des choses qui sont significatives. Par exemple, on peut dire 20 cm, 15 à 20 cm de neige légère sur croûte. Je peux écrire un acronyme comme ça ou ça aussi, ça marche. Croûte de 3 cm sur tous les versants, etc. Donc, je pourrais écrire comme ça, mais l'idée, c'est vraiment d'être capable de capturer qu'est-ce qui se passe sans aller dans les détails de OK, 0 à 5 cm, 4 finger. Non, non, non. T'sais, il y a quelqu'un qui vous appelle et dit qu'est-ce qui se passe dans les chic-chocs. Donc, on part du sommet du manteau neigeux, on descend. Ou on peut aussi faire dans l'alpin, comme ça, surface, glacé, euh, tout versant. Et TL et BTL, donc limite forestière et sous la limite forestière, neige, humide, euh, euh, croûte en décomposition. Ça peut être des choses comme ça aussi, donc c'est pas obligé d'être juste à un endroit, mais on peut décider d'écrire euh, qu'est-ce qui se passe dans la montagne. Euh, Juste avant de laisser la parole à Alex, je voudrais juste vous dire que plus vous lisez de rapports ou de descriptifs du manteau neigeux, plus vous allez avoir une aisance à être capable de créer comment je devrais écrire mon texte. Donc, lisez ce que les autres écrivent. Alex va aussi vous donner des opérations de référence là, qu'il connaît, qui, à chaque fois qu'il les lit, ça l'inspire beaucoup. Puis, sachez que le descriptif du manteau neigeux, il est copié-collé à chaque jour. Donc, si vous ne le modifiez pas dans votre workflow, ça ne va jamais changer. Donc, c'est à vous à chaque matin de revalider. Est-ce que c'est encore cette information-là qui est nécessaire? Parce que aujourd'hui, on aurait pu écrire, ou hier, on aurait pu écrire neige sèche, toute versant, toute altitude, puis aujourd'hui, l'histoire est différente. Donc, c'est important de remettre à jour et de relire cette boîte-là parce que par défaut, elle va se transporter d'un workflow à l'autre. Donc voilà, je te laisse la parole, Alex. Tu peux partager des petits trucs. Oui. Donc, ce qu'on vient de voir là, on a parlé de workflow, on a parlé d'observation, on a parlé de rapport.
C'est important de séparer tout ça. Donc, les observations, c'est des choses qu'on va introduire dans InfoX. C'est de l'information qu'on va rentrer, qu'on va partager. Donc, on peut avoir différents types d'observations, comme Julie nous a montré auparavant. Puis, on peut les faire de manière indépendante. Donc, c'est-à-dire que j'ai ramassé des données aujourd'hui, puis je vais les rentrer dans InfoX et je vais les partager. Puis, il y a aussi des rapports. Donc, les rapports qu'on va avoir, qu'on peut consulter. Donc, c'est comment extraire les données à l'intérieur d'InfoX. Il existe trois familles de rapports. Il y a ceux qui sont du système. Donc, c'est les rapports qui sont propres à InfoX. Tout le monde a ces rapports-là dans leur plateforme. Après ça, il y a les rapports qui sont propres à l'opération. Donc, que ce soit le Chic Shack, l'Auberge de Montagne, Avalanche Québec, ils vont avoir leurs rapports ici qui vont être créés. Et ensuite, chaque utilisateurs, donc chaque personne qui sont inscrites à InfoX, que ce soit à l'intérieur d'une opération ou pas, ils vont avoir leurs rapports personnels qui vont être vus. Fait que chaque personne individuellement peut dire ah, moi, je préfère aller chercher telle donnée à partir d'InfoX, puis de me créer mon propre rapport personnalisé. Mais ils peuvent le faire ici, puis c'est indépendamment de l'opération comme telle. Donc, une fois qu'on a compris qu'il y a des observations, il y a des rapports, ben, les workflows, c'est un amalgame de ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va se créer un patron pour être capable d'aller introduire de l'information, mais aussi en extraire de l'information à partir d'InfoX. Et les workflows, c'est, à mon avis, un des meilleurs outils pour la participation ou à la gestion de risque. Donc, je vous partage mon workflow ici que j'ai créé pour le Parc national. Donc, j'en ai créé un pour le Parc national, puis je l'ai créé un aussi pour la côte, parce qu'ils vont tout simplement se baser sur deux territoires différents. Donc, quand je prends, par exemple, celui que j'ai créé pour le Parc national, ben, dans un premier temps, je vais avoir un contexte. Donc, c'est important de dire, ben, c'est quoi le contexte que j'ai créé, ce workflow-là. Donc, c'est la date, l'heure à laquelle on crée le workflow, mais après ça, c'est important de dire le type assessment, le type d'évaluation qu'on fait. Est-ce que c'est un forecast ou un nowcast? La différence entre un forecast et un nowcast, le forecast, je prévois, je planifie, tandis que le nowcast, j'évalue, j'atteste que c'est ça à ce moment-là. Donc, pour faire un forecast, on se base sur des prises de données, des prises d'informations et je prévois ce qu'il va y avoir dans ma journée. Donc, le matin, un workflow de AM, c'est un forecast. On ne sait pas, on a très peu d'informations. Donc, on prévoit ce que la journée va avoir de l'air, tandis que quand on revient le soir, quand on fait un PM meeting, ben là, à ce moment-là, c'est un nowcast. Fait que là, on vient de créer deux moments où est-ce qu'on va utiliser un workflow. C'est important de séparer ces deux workflows-là parce qu'ils n'auront pas le même impact dans le cheminement qu'on va avoir. Donc, si on prend par exemple un workflow de matin, un forecast, donc je vais avoir mon heure à laquelle je le crée, je vais avoir après ça l'heure jusqu'à laquelle il est valide. Donc, généralement, il va être valide pour une période de 12 heures, maximum 24 heures, parce que normalement, je vais être supposé de faire une évaluation active de ma gestion de risque qui va être en fin de journée. Par la suite, je vais mettre mes utilisateurs qui sont présents. Donc, à l'intérieur d'une même opération, donc chez Avalanche Québec, vous allez avoir tous les employés d'Avalanche Québec qui vont être énumérés ici en bas. Puis vous allez pouvoir cliquer sur qui est présent. Cette information-là sur qui est présent va être privée, tandis que tout le reste va être public. Après ça, chaque personne peut créer son workflow à son image qu'ils ont envie de retirer comme information. Moi, je vous présente ce que j'ai, à travers le temps, trouvé qui était le plus pratique pour faire mon workflow. Je vais mettre tout de suite après un rapport. Donc, j'ai créé un patron de rapport qui me parle des activités avalancheuses dans la dernière journée. Donc, s'il y a des gens qui ont eu des observations d'avalanche, ben tout de suite, c'est la prochaine observation que je vais avoir sur mon rapport. Donc, ça me témoigne que, OK, il y a de l'activité qui s'est passée dans les 24 dernières heures. Je veux tout de suite avoir cette activité-là qui s'est faite. Quelles ont été les conditions? Ça a été quoi les moyens de déclenchement? Quelle taille d'avalanche sur quelle couche que ça a été déclenché? Donc, c'est toute l'information qui va pouvoir me permettre de m'aider là, à planifier ma journée. Par la suite, je vais avoir un rapport général. Donc, ciblé à l'ensemble du Québec, je vais avoir
tous les onglets que Julie a énumérés, puis je vais aller pouvoir les consulter, que ce soit en format onglet ou en format map. Personnellement, je trouve que je peux extraire beaucoup plus d'informations en cheminant à travers les onglets un par un, comme les descriptions de manteaux neigeux. Bien, je vais avoir c'est quoi la différence présentement entre le manteau neigeux de l'auberge de montagne puis le territoire desservi par Avalanche Québec? Quelle a été l'évaluation du risque de chacun de ces zones-là? C'est quoi les profils de neige qui ont été faits? C'est quoi les tests qui ont été faits? Ça a été quoi les résultats qui ont été euh, produits par ces tests-là? L'onglet terrain, il y a deux façons de le voir. Il y en a qui vont l'utiliser puis ils vont décrire le terrain qu'ils ont utilisé. Personnellement, j'aime mieux savoir quel terrain a été évité. J'ai essayé d'éviter justement le mur des patrouilleurs parce qu'il y avait des corniches puis il y avait un réchauffement cette journée-là. J'ai essayé d'éviter les terrains supérieurs à 40 degrés parce que je sentais une instabilité dans le manteau neigeux. C'est de cette façon-là que j'utilise surtout le terrain, l'onglet terrain. Tu peux peut-être compléter, Julie, si tu vois une utilisation différente ou si tu vois une objection à justement déclarer le terrain qu'on a voulu éviter. Non, c'est bon, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'avais quelques onglets que j'avais oubliés, mais parce que c'est ça, je t'ai rendu comme à la moitié. Mais pour le résumé du terrain, là, si tu peux juste retourner à cliquer sur terrain, dans le fond, il y a du texte, puis il y a des boîtes à cliquer. Fait que on favorise de cliquer le plus de boîtes possible, là, les menus déroulants, pour dire justement soit le terrain qu'on a skié ou soit le terrain qu'on a évité. Puis si on n'est pas capable d'utiliser ces choix-là, là, on peut écrire, comme là, on voit dans l'exemple, là, une phrase qui vient capturer ce qu'on a vu. Puis c'est ça, il faut vraiment s'assurer qu'on écrive j'ai skié telle affaire ou j'ai évité telle affaire parce que sinon, ben, on ne le sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais oui, c'est une bonne idée. Puis c'est ça, de voir comme ça là, sur la Rose des Vents, le type de terrain, c'est excellent. Donc, le field summary, c'est les observations météo qu'on a faites lors de nos déplacements sur le terrain. Donc, c'est un résumé de la journée, puis il se divise entre AM et PM. Donc, les vents qu'on a eu le matin, le transport de neige qu'on a eu le matin, les précipitations, et la même chose pour l'après-midi. Puis après ça, ben, les observations météo, mais ça, c'est les observations qu'on a prises à partir de stations météo. Donc, on voit ici un exemple de la station des Mille-Madeleines, Ernest Laforce, etc. Juste, c'est ça, valider. Quand vous allez regarder ces observations-là, soyez certain d'allumer la boîte heure. Parce que des fois, il y a des gens qui font une observation météo par jour. Des fois, il y en a qui en font deux. Mm. Fait que si la colonne, là, c'est la colonne numéro 3, là, si elle est cachée, là, on se perd vite là, dans les données. Donc, assurez-vous d'avoir au moins l'heure, justement, quand on essaie de savoir il y a neigé combien ou il y a plu combien. Ben, c'est important d'attendre à la fin de la journée pour valider l'heure, en fait. C'est juste ce que je voulais dire. Super. Est-ce que vous êtes encore là? Ouais, je pense qu'Alex est figé ou c'est venu noir, là. Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé de son côté. Vous êtes chanceux, vous êtes sur une génératrice, là, mais ici, ça brasse en tabarouette. En bas. Bon, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a Alex. Es-tu encore là, Alex? Oh, Alex, vous avez une petite panne, Hey, je vous pense. m'excuserez, panne d'électricité vivante à Ruisseau-Castor. Ouais, c'est ça que j'ai vu, là. On dirait que tout est venu noir. On t'a perdu. Ouais. Moi, je viens de me brancher sur le téléphone cellulaire, fait qu'on Ah, OK. vous allez peut-être perdre la luminosité, mais au moins, on ne perdra pas le contact. Ouais, c'est ça. Ici aussi, ça brasse en tabarouette. Ouais, ben, on a juste perdu Guillaume aussi, j'imagine. En tout cas, on continue, ils pourront écouter l'enregistrement. En rediffusion. Ouais, on était dans c'est ça, là, juste pour finir, les onglets, là, on avait parlé de observation météo versus sommaire météo. Je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'est la même logique que précédemment. Donc, si on a fait une observation météo à une station de référence, on remplit selon le Augurs avec les cases prédéterminées. Si on n'a pas de station de météo de référence parce qu'on n'en a pas installé dans notre secteur, puis on a fait des observations terrain, donc on s'est déplacé entre 500 mètres et 1000 mètres, ben, on peut faire un résumé de la météo qu'on a observée. Donc, à l'auberge, je sais que vous avez une station météo. Donc, normalement, vous avez des observations au moins une fois par jour qui sont partagées. Puis, pour
les autres personnes, ben c'est ça, on peut installer une station météo sans que ça soit très, très dispendieux, là. Euh, donc, ça nous prend des planches à neige, une règle, et puis ça nous prend un endroit avec des instruments. Donc, c'est pas très compliqué, mais ça nous permet de suivre la météo là, au fur et à mesure de l'hiver. C'est justement mon prochain point, la station météo. Donc, personnellement, j'ai installé une station météo chez nous à mon domicile, puis ça permet là, de l'insérer à même mon workflow. Donc, dans les workflows, on va avoir des onglets qui sont à remplir avec des cases et avec des menus défilants, mais il y a aussi la possibilité de mettre des onglets qui vont nous référer vers des sites web. Donc là, à ce moment-là, ben, la station météo, en cliquant sur le lien, va m'amener vers le lien de la station météo. Et cette station météo-là, elle est publique. Donc, si jamais vous voulez y avoir accès, vous pouvez l'avoir accès par Weather Underground. Sur le site de Weather Underground, il va y avoir un point sur la station météo de Ruisseau-Castor. Puis vous allez avoir les données de température, de vent, de précipitation. Par contre, quelques notes à bien prendre, c'est que les précipitations, ben, ça prend c'est les précipitations de pluie, donc de neige, il ne va pas le mesurer. Donc, à ce moment-là, je mets les informations là, sur mes planches à la maison. Je ne me fie pas sur la station météo comme telle. Et les vents, ben, la station météo va être affectée surtout par les vents sud, mais ce n'est pas représentatif des vents sur la côte. Donc, bref, si vous voulez avoir accès à cette station météo-là, vous pouvez le faire à travers le site de Weather Underground. Par la suite, je peux mettre donc, j'ai consulté mes rapports, j'ai consulté ma station météo. Par la suite, ce que je vais consulter dans mon workflow le matin, c'est d'aller voir toutes les prévisions météorologiques. Donc, chaque personne, chaque entreprise va avoir leur propre site de référence, leur propre utilisation. Vous pouvez les intégrer à même votre workflow d'InfoX, qui est une option. Puis à ce moment-là, ben, ça devient assez intuitif et assez direct. Personnellement, j'aime bien pouvoir me promener d'un site à l'autre, d'aller chercher l'information que j'ai besoin le plus précisément cette journée-là. Point de vue des observations à l'intérieur d'un workflow, mais pour un workflow matin, donc une prévision, ben, c'est généralement ce que vous allez observer comme météo à partir de votre station météo que vous allez mettre dans votre workflow. C'est sensiblement les seules informations, les seules observations que vous allez partager à ce moment-là. C'est le rapport météo que vous allez voir à partir de votre station météo et votre site de référence. Il pourrait aussi y avoir, par exemple, excuse-moi, si vous avez des accès à de la télémétrie, par exemple, à Avalanche Québec, on a une station météo au Gîte du Mont-Albert, là, au CDS, en fait, qui est relevée par les employés du CDS, mais on a aussi des stations en télémétrie qu'on peut accéder à distance. Donc, on rentre les observations météo à partir de la télémétrie dans cet onglet-là. Donc, si vous jugez que, par exemple, un jour, il y a télémétrie au Mont-Logan, par exemple, pour l'auberge, puis à chaque heure, vous avez des données, mais vous pourriez rentrer les observations. Très bon point. Ensuite, comme Julie l'a spécifié tantôt, le Snowpack Summary, ben, il va réapparaître de celui de la veille. Donc, lorsqu'on fait notre PM Forecast ou nos observations, puis on va rentrer un summary, ben, ça va être le dernier Snowpack Summary actif qui va réapparaître ici. Donc, pour une prévision le matin, donc dans un AM meeting, ben, on va avoir notre information qui a été introduite dans InfoX la veille. Donc, c'est juste de l'updater, donc la mettre à jour en fonction des observations météo qu'on a faites à partir de notre station météo. On ne va pas réécrire le manteau neigeux, il ne s'est pas transformé, métamorphosé de manière significative durant la nuit. Donc, je vais me fier à mes stations météo, mes quantités de neige tombées, mes températures, mes vents, et je vais ajuster mon manteau neigeux en fonction de ça. Puis, par la suite, je vais vraiment prendre le soin le soir selon mes observations, de l'adapter le plus possible pour que le lendemain, ben, je puisse facilement récupérer ce Snowpack Summary-là. Donc, on voit en bas aussi PWL, qui est pour Persistent Weak Layer, donc les couches faibles persistantes. Donc, ici, l'onglet, ça va nous permettre d'aller à notre gestionnaire de PWL, qui se trouve aussi en onglet sur la gauche ici. Puis, on peut tout simplement marquer ceux qui sont actifs ou tout simplement s'il n'y en a aucune PWL qui sont actives à ce moment-là, ben, c'est l'onglet qu'on va cliquer. Donc, souvent, là, juste pour clarifier, là, les couches fragiles persistantes au Chic Choc, là, ben, on ne regarde pas ça tous les jours, là. Mais ce qu'on voit, c'est des
des grains en face plane, des facettes qui vont se développer au-dessus d'une croûte ou en dessous d'une croûte. Puis après ça, il y aura de la neige de plaque avant par-dessus ça. Fait qu'on va avoir plaque avant, facettes sur une croûte. Puis là, quand il commence à avoir des activités là-dessus, des résultats de tests, on peut se dire, ben, on peut l'activer. Donc, c'est pas parce qu'il n'est pas affiché dans le bulletin d'Avalanche Québec que la couche n'existe pas. Avalanche Québec, en fait, c'est un bulletin public qui est destiné au grand public. Donc, souvent, dans nos workflows, on va ajouter déjà une couche fragile persistante. Elle va être active, puis on va attendre d'avoir quelques observations avant de l'afficher sur la page principale du bulletin. Fait que, c'est juste à savoir, là, c'est comme ça que ça se passe dans la réalité, dans toutes les opérations. Donc, si, par exemple, dans votre secteur, vous envoyez, vous avez vu des déclenchements, vous faites des tests, ça réagit, bien, vous pouvez facilement la créer, même si dans notre secteur d'activité, parc La Gaspésie, on ne l'observe pas, puis il n'est pas dans le bulletin. Très bon point. Puis les couches faibles persistantes, ben, ils peuvent être dormantes, ils peuvent être actives, ils peuvent être en développement. Donc, quand ils sont dormantes, ben, ils ne sont pas nécessairement introduits à l'intérieur de notre Snowpack Summary. Ils vont être dans nos PWL, puis à ce moment-là, ils ne seront pas affichés sur InfoX. Ils vont être vraiment réservés à notre opération. Donc, j'ai ramassé de l'information, autant sur mes stations météo que mes stations nivologiques, mes prises de données météo, les prévisions météo de la journée. Je me suis fait une idée de qu'est-ce qui allait être le manteau neigeux au cours de ma journée. Donc, je vais faire ma prévision d'avalanche pour la journée. Donc, je vais énumérer mes problèmes. Donc, si vous avez déjà énuméré des problèmes dans le passé, ils vont apparaître sur votre écran. Sinon, ben, comme là, présentement, je n'ai pas fait de prévision dans le passé. Je peux ajouter un problème comme un problème de plaque. Si vous n'avez pas la capacité ou le désir de faire votre propre prévision, vous pouvez vous référer avec la prévision d'Avalanche Québec. Je sais que certaines entreprises le font et c'est très bien. C'est un très bon ouvrage de référence. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans la dynamique de prévision, la prévision est faite la veille. Donc, c'est-à-dire qu'Avalanche Québec va émettre le bulletin aux alentours de 5 heures la veille. Puis, il base ce bulletin-là en fonction d'une prévision météo. Donc, vous, c'est important. Mettons que vous allez reprendre le bulletin d'Avalanche Québec, puis vous voyez, il y a un problème de plaque avant, puis il y a un problème peut-être de neige de tempête. Bien, c'est important de prendre les problèmes qui ont été énumérés par le bulletin d'Avalanche, la prévision météo sur laquelle ce bulletin-là a été basé et corréler est-ce que la prévision météo sur laquelle le bulletin d'Avalanche a été basé correspond à la météo qu'on a eue au courant de la nuit. Puis ça va vous permettre de valider ou de faire une modification sur la prévision d'avalanche puis les problèmes. Fait que si je prends par exemple dans mon problème d'avalanche, si Avalanche Québec avait mis une échelle de risque, un indice de risque de 2 dans l'alpin, de 2 à la limite forestière, puis de 1 sous la limite forestière, mais qui prévoyait 15 cm de neige, mais que vous vous levez, puis le lendemain, vous avez 40 cm de neige, ben à ce moment-là, portez-vous la réflexion de hey, est-ce que mon indice de risque reste le même ou est-ce que je dois augmenter ou peut-être même diminuer le risque, dépendamment des observations qu'on a faites sur le terrain. Donc, c'est vraiment de corréler la prévision avec la prévision avalanche, avec la prévision météorologique, puis nous, nos observations qu'on fait à travers le 12 heures de temps qui s'est écoulé entre le moment où est-ce que la prévision a été émise puis le moment où est-ce qu'on planifie notre jour. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Ouais, peut-être juste faire un petit point. Si jamais là, vous dites, oh mon Dieu, moi, je ne sais pas c'est quoi, je suis un peu perdue, je préfère écrire le bulletin le problème d'avalanche puis l'indice de danger d'Avalanche Québec. Il y a une boîte, là, si tu déroules, je pense que c'est juste en bas, Alex, c'est commentaires. Ouais, là, ici, là, dans la boîte, commentaires, vous pourriez écrire euh, bulletin d'Avalanche Québec. Mon analyse est basée, j'ai fait copier-coller d'Avalanche Québec, en fait. C'est ça que vous pourriez écrire. Comme ça nous donne une idée. Ah, OK, ils n'ont pas fait leur propre évaluation, puis ils n'ont pas fait leur propre analyse. Ils ont copié-collé, puis c'est bien correct comme ça, comme je l'ai dit depuis le début. InfoX, des fois, c'est vraiment outillé. C'est pour aider les gens qui ont un niveau 2 puis qui ont peut-être un peu plus d'expérience et de connaissances. Puis c'est pas le cas de tous les utilisateurs, mais si vous décidez de faire ça, écrivez-le dans la boîte commentaire, copier-coller. Puis, mais je valide le point d'Alex. Si vous êtes à l'extérieur de la région, puis vous vous dites, ouais, Avalanche Québec, il avait dit que c'était
modéré 15 cm. Clairement, il n'a pas tombé 15 cm, il a tombé 2 fois plus. Vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation, puis ça vous donne un peu d'informations. OK, c'est quoi danger numéro 3, par exemple? OK, est-ce que ça correspond plus à 3 que 2, etc. Donc, vous pouvez tenter de faire votre propre analyse, puis il n'y a personne qui va vous chicaner là, si vous êtes pas direct, pas précis. Là, c'est un outil qui va vous aider à gérer votre risque. Donc, si vous dites, ouais, nous autres, on pense clairement qu'on est à 3, fait que des avalanches naturelles sont possibles, peut-être qu'on va changer notre plan de match de la journée. Fait que c'est vraiment pour votre gestion de risque, là. C'est pas pour faire un bulletin public d'avalanche. Donc, il n'y a pas de danger d'être à l'écart de ce qu'Avalanche Québec fait, d'autant plus qu'on est souvent différents. Nous, on a beaucoup de trafic de skieurs, vous autres, vous en avez moins. Des fois, il pleut en basse altitude, etc. Donc, il y a pas de mal à faire une analyse qui est différente. C'est ce que je voulais dire. Merci. Oui, puis faites-vous-en pas sur l'indice de risque. C'est souvent le sujet qui est le plus débattu dans les réunions de guides que j'ai constatées dans l'Ouest canadien. Il pouvait y avoir 30 guides avec 15-20 ans d'expérience chacun. Puis souvent, c'était l'onglet qui était le plus sujet à des discussions chaudes, à savoir, y es-tu modéré, y es-tu faible? Y est-tu considérable, en fait, c'est plus souvent considérable, modéré qu'on va chercher à débattre. Puis, très bon point aussi d'amener les points d'interrogation, les petits onglets, ça nous permet d'aller chercher de l'information nécessaire pour prendre notre décision, à savoir quel niveau on va choisir. Donc, il y en a partout, comme l'indice de risque. La confiance, ça avec aussi, c'est des choses que ça vaut vraiment la peine de revérifier régulièrement c'est quoi la terminologie pour s'assurer que tout le monde, on utilise le même langage. Il y a un autre endroit aussi où est-ce qu'on l'a. Ici, au niveau de la distribution, isolé, spécifique, widespread, ben, il donne toutes les définitions nécessaires. Donc, c'est vraiment des raccourcis par rapport aux GERS qui nous permet d'aller chercher ces informations-là. Quand on parle de sensibilité, unreactive, stubborn, reactive, touchy, ben, c'est par rapport à nos observations, mais c'est vraiment de se fier à la charte qu'on a ici qui va nous permettre de prendre l'information nécessaire et de donner la bonne évaluation. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au Hazard Assessment puis au AM Meeting en général? Ça va Normalement, pour l'instant. Normalement, vous devriez avoir votre workflow qui est déjà installé, là, ben, qui est déjà organisé. Vous pourriez peut-être, en début de saison, revalider que vos liens fonctionnent, revalider que c'est la séquence que vous voulez utiliser. Donc, c'est ça, tout le monde, ce n'est pas la première année que vous l'utilisez, donc votre workflow devrait sensiblement rester le même. Si vous voulez des commentaires là-dessus, vous pouvez nous demander à Alex et moi, on peut aussi vous aider. Mais voilà, ouais, il y avait une main qui bouge. Oh, excusez-moi, on avait une question aussi, la part de Oui, Nicolas. oui, vas-y. Comment on update le Snowpack Summary? Ouais, comment on update le Snowpack Summary? C'est qu'il faut que tu réécrives. Ce qui va arriver, c'est que ton texte il va être copié-collé de la veille. OK? Puis là, ça va être écrit, par exemple, 15 à 20 cm de neige légère. Là, finalement, aujourd'hui, ben, dans la nuit, il a venté, fait que la neige légère est disparue. Fait que tu l'effaces puis tu réécris des choses par-dessus. Fait que c'est avec ton clavier, là, tu effaces puis tu corriges ton texte. C'est comme ça. Donc, si je prends par exemple Avalanche Québec, ben, eux autres, quand ils vont ouvrir leur InfoX demain matin, ben, ça va être carrément le Snowpack Summary qui était dans le rapport de la veille qui va apparaître là dans leur workflow. Ben, il va y avoir le Snowpack Summary de la veille qui est inscrit. Puis là, à ce moment-là, vous pouvez décider de changer l'ensemble du summary ou d'aller juste chercher des sections que vous jugez importantes qui a changé. Donc là, par exemple, ben, je pense que ça serait un type de scénario présentement qui justifierait de tout effacer et de recommencer un nouveau Snowpack Summary. La raison est qu'on vient d'avoir un réchauffement significatif, probablement un manteau neigeux isotherme, même en alpin avec les températures qu'on vient d'avoir, puis on referait un Snowpack Summary le matin pour notre prévision de la journée.
Puis c'est ça, juste de faire attention parce que c'est facile de juste rajouter des lignes, puis rajouter des lignes. Puis à un moment donné, le Snowpack Summary, il est rendu qu'il y a un demi-paragraphe là, ou 3 paragraphes. C'est trop long. Fait que c'est ça, c'est de se reposer la question à chaque fois. Est-ce qu'il y a des mots superflus? Est-ce que je peux enlever des affaires qui sont inutiles parce qu'ils sont dites dans d'autres sections? Euh, donc, on essaie de faire un petit ménage là-dedans de temps en temps. Puis surtout, comme Alex vient de le dire, quand il y a des événements météo qui changent carrément, qui font un reset total de votre manteau neigeux, ben, c'est le moment de réfasser puis de réfléchir de nouveau. C'est un super bon exercice, en fait, là, de réfléchir à ça. Si vous savez que vous avez besoin d'écrire ça le matin ou le soir, de réfléchir en gang, de faire un petit exercice, un petit brainstorm de 5 minutes. Moi, je pensais écrire ça de même, toi, parce que c'est pas évident au début là, d'avoir une page blanche comme ça et d'être obligé d'écrire un texte, d'écrire la neige. Vous avez Non, d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Je sais pas, je vois qu'il y a JP, Alex, pas Alex, Charles, Alex. On vient de finir le workflow AM avec les différentes sections. Fait que si vous avez des questions là-dessus, de ne pas hésiter à les poser. Il restait un point au workflow AM qui est une discussion sur les risques. Donc, tout ce qu'on a rentré auparavant, c'était vraiment spécifique aux avalanches. Mais InfoX, ce que je trouve extraordinaire, c'est que c'est un outil pour la gestion du risque, puis qui vous permet de carrément faire votre planification journalière au complet. Puis dans ces items-là de discussion libre ou qui appellent Free Flow sur InfoX, ben, vous pouvez vous créer des patrons et de rajouter des onglets comme justement discussion des risques. Ben, moi, je vais mettre tous les risques inhérents à la journée. Donc, si on parle d'une journée avec les températures très froides, bon, ben, température froide, risque élevé d'hypothermie. On peut rajouter ça. On peut parler des conditions routières qui sont plus à risque cette journée-là. Donc, tous les risques qui sont un peu plus présents et qui méritent d'être soulevés, on peut les intégrer à notre discussion, à notre workflow. Puis à ce moment-là, cet onglet-là va être privé. Toutes les informations qui vont être intégrées dans les free flow, c'est l'information qui va rester à l'interne. Puis à ce moment-là, vous pouvez tout simplement l'imprimer ou le mettre en PDF et le partager à tout l'ensemble des guides. Donc à ce moment-là, chaque guide peut partir avec leur rapport InfoX, avec toutes les discussions qui ont été faites à l'intérieur d'InfoX, toute l'information nécessaire pour leur journée. On peut même dire, je vais avoir un groupe qui va aller au Lyell, puis deux groupes qui vont aller au Champ de Mars. Présentement, ils ne peuvent plus y aller, là, mais puis je peux même mettre plus de détails, comme dire, je vais avoir deux groupes un de 4, un de 5 clients avec un tail guide, et ainsi de suite. Donc, carrément, tout mettre notre logistique interne à même notre rapport InfoX, ben, ça fait un endroit où est-ce qu'on met toute l'information. Puis cette information-là, encore, je le répète, ça reste privé à l'interne de l'entreprise. Donc, ça peut être un super bon outil pour tout le monde pour leur planification de risque. Ouais, c'est super. Chez nous, à Avalanche Québec, on fait aussi, on apporte différentes radios, puis on peut appeler entre le cellulaire puis la radio. Donc, ça dit quel numéro de radio le groupe en montagne a. Comme ça, la personne qui est ange gardien, en recevant le workflow le matin, est capable de savoir, OK, si j'ai une urgence, j'appelle ce numéro-là. On a aussi laissé des traces dans cet onglet-là, à savoir quand est-ce qu'on a fait les dernières pratiques de DVA. Donc, chez nous, c'est une fois par mois, on se pratique en faisant des exercices de recherche et sauvetage. Donc là, ça dit l'équipe terrain, aujourd'hui, c'est Julie et Dominique. Ben, ça fait 29 jours qu'ils n'ont pas fait leur pratique. Peut-être que bientôt, cette semaine, il va falloir qu'ils refassent leur pratique. Donc, plein d'informations qui sont relatives à la sécurité, à votre gestion, aux équipements, etc. Vous pouvez tout mettre ça là-dedans. C'est pour votre gestion. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, vous pouvez revenir dans le temps. Fait qu'après, vous pouvez dire, ouais, c'est vrai, la grosse tempête de neige, là, on avait fait quoi donc? Comment on s'est organisé? Vous pouvez reculer dans le temps puis aller voir avec la date vos anciens workflows et les workflows des années précédentes. Fait que ça vous fait une base de données que vous pouvez, en fait, vous servir. Puis si jamais il arrive un accident, hein, puis quelqu'un vous dit, ben, comment ça vous êtes allé là? Ben, vous dites, regardez, moi, j'ai fait mon analyse le matin.
j'ai décidé d'aller là pour telle raison. J'ai pris ma motoneige, mes radios, mon sac d'urgence, etc. Donc, vous pouvez tout démontrer qu'est-ce que vous avez fait. C'est pas nécessairement écrit dans un petit carnet de terrain qui est resté sur la tablette. C'est tout en version PDF numérique. Donc, ça fait une base intéressante de vos données. Justement, il y a combien eu d'avalanches au bol du Matawi depuis 10 ans. Vous êtes capable de reculer dans le temps et aller voir ça. Fait que ça vient vraiment intéressant comme base de données là, au final. Puis après, vous pouvez mettre plein d'autres affaires, là, libre à vous, à votre entreprise, de regarder qu'est-ce que vous voulez mettre en information cachée, là, mais à l'interne de votre organisation. Exactement. Puis ça, ces informations-là, vous allez pouvoir les travailler à partir des Freeform templates que vous allez trouver dans les settings, Freeform templates. Puis là, vous avez chacune des templates que vous allez pouvoir créer. Donc, vous pouvez insérer du texte, puis après ça, vous avez juste à remplir le matin. Là, je comprends la réalité. Quand on guide, les journées sont longues, ils prennent beaucoup de temps et ça peut être extrêmement long et fastidieux à faire ces workflows-là le matin. Ce que j'ai découvert et ce que je me suis habitué à faire, si je prends par exemple quand je travaillais chez Selkirk Tangers, où est-ce que le matin, il peut y avoir jusqu'à 30 guides dans la salle des guides le matin, il y a toujours une personne ou deux qui vont être dédiés à la préparation de l'information InfoX, puis de préparer le guide meeting le matin. Donc, c'est-à-dire que ces personnes-là vont rentrer beaucoup plus tôt que les autres. On parle d'environ une demi-heure, 45 minutes, dépendamment c'est du temps qu'ils pensent avoir de besoin pour préparer le meeting le matin. Puis, ils vont carrément passer à travers le workflow, analyser toute l'information, prendre toutes les informations, tout préparer, puis par la suite, vont présenter leur observation puis leur analyse de ça devant tous les autres guides. Donc, ça fait en sorte que ce n'est pas tous les guides ensemble qui vont être en train de rentrer toutes les informations, les onglets un par un. Tout a déjà été pré-mâché. Puis en présentant cette information-là devant l'ensemble des guides, on fait juste ajuster le tir, on fait juste apporter des petites modifications rapides, une virgule ou un terme qu'on change. On réajuste les groupes, qui va prendre quel groupe, où ils vont aller. Puis après ça, ça a été beaucoup plus rapide et ça a nécessité pas mal moins de temps à l'ensemble des guides. C'est juste un ou deux guides à ce moment-là qui ont mis l'effort nécessaire pour préparer ça. Puis après ça, on peut partir sur nos activités régulières. Donc, ça peut être un moyen là, de optimiser InfoX et de rendre le tout là, le plus rapide et le plus fluide possible. Petite chose à noter aussi, c'est qu'on peut travailler sur InfoX même si on n'est pas en ligne. Donc, si vous regardez dans l'onglet en haut, connexion, là, on voit que je suis en ligne, mais si je me déconnecte d'Internet, je ne le ferai pas en ce moment, mais je peux être déconnecté d'InfoX, mais je vais avoir accès à toutes mes informations d'InfoX. À l'exception, je ne pourrai pas retirer des rapports, mais je vais pouvoir continuer à taper moi-même mon rapport, rentrer des données. Il ne faut juste pas oublier à ce moment-là, à la fin, des sauvegarder, puis après ça, des partager au niveau de l'opération lorsqu'on va se retrouver en ligne. Donc, ça peut être un aspect là, pratique pour ceux qui se déplacent, là, comme par exemple, là, Ski Chic Choc, je sais par exemple, le matin, ils peuvent partir de Sainte-Anne, mais il y a une demi-heure avant de se rendre dans le parc. Ça peut être un moment justement où est-ce qu'on peut rentrer des données, rentrer de l'information dans InfoX. Puis, à ce moment-là, une fois rendu dans le parc, on peut la partager sur Internet et à l'ensemble des opérations sur place. Est-ce que ça va pour le AM meeting et le workflow pour le matin? Génial. Julie, voilà, ouais. c'est ça. Je voulais juste dire, validez vos trucs de votre côté. Puis, si vous ne savez pas trop comment organiser ça, là, c'est Jean-François Michaud, là, chez Avalanche Québec, qui vous avait aidé. Fait que, il est encore disponible là, pour faire des petits ajustements. L'idéal, c'est que vous regardiez de votre côté avant, vous essayez des choses, puis après ça, si vous ne trouvez pas, vous faites signe. Mais c'est ça. Normalement, les workflows ne devraient pas trop changer d'une année à l'autre, sauf des liens ou des trucs comme ça. Mais prenez le temps, là. Demain est un bon moment, il pleut, pour faire ça. Si vous avez des questions, vous nous reviendrez. J'ai vu aussi, je vous avais envoyé des questions dans le fond, là, puis j'ai vu que la plupart des entreprises, vous faites une rencontre.
Il y a beaucoup de gens qui en font une seule. Bon, en fait, on avait demandé est-ce que vous faites une réunion des guides? Si oui, est-ce que vous faites une le matin, une le soir ou qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de gens qui nous disaient oui, on en fait une, souvent le matin, euh, à peu près une demi-heure pour faire un briefing. Donc, j'imagine que ça fait un peu le pont avec le workflow que vous faites le matin. Euh, Comme on a parlé tantôt, les forecasts, les nowcasts, c'est quand même intéressant de boucler la boucle. Donc, le soir, on voudrait revenir au bureau, à la maison, puis de fermer la boucle en faisant un nowcast, un PM meeting. Dans le fond, c'est ça qu'Alex va nous présenter. Puis là, je le sais que le soir, des fois, c'est tard. Il y a plein d'autres choses à faire, mais ça va vraiment accélérer le lendemain après. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, là. Le temps que vous mettez le soir pour mettre à jour votre Snowpack Summary, là, ben, le lendemain matin, là, ça va être encore plus facile. Donc, oui, vous investissez du temps, mais c'est du temps qui est investi pour que le lendemain, ça soit encore plus efficace. Fait que je vous mets au défi, là, je pense qu'il y a juste une entreprise qui m'a dit qu'il faisait les deux, là, le AM et le PM, mais je vous mets au défi peut-être de juste d'évaluer la possibilité de faire ça parce que c'est quand même super pratique puis ça nous permet d'ajuster des choses parce que là, on va le voir comment il va nous l'expliquer, mais c'est un nowcast, c'est un état de qu'est-ce qu'on a vu. Donc, on est capable de faire une belle évaluation parce qu'on est allé, là, on revient avec des données, on revient avec des données d'enquêteurs. Là. On faisait des détectives le matin, mais là, on revient avec des preuves. Euh, Tu l'as très bien apporté, Julie. Le matin, c'est essentiel de faire notre prévision du risque puis de faire notre planification en fonction de ce risque-là. Euh, le soir, c'est l'occasion, surtout lorsqu'on a des opérations où est-ce qu'il y a plusieurs guides, il y a plusieurs personnes différentes qui vont voir, qui vont ramasser des données, bien, de prendre ces données-là, des colliger et après ça, des rendre accessibles pour les guides qui vont être là le lendemain, mais aussi pour les autres opérations qui sont autour. Donc, le soir, on fait un état de la situation. Donc, c'est un nowcast. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi présentement que j'ai. Donc, tout va prendre va s'adapter en conséquence. Donc, à ce moment-là, ben, l'heure à laquelle on fait l'évaluation, l'heure jusqu'à laquelle qui est valide. Donc, généralement, ça va être jusqu'au lendemain matin, jusqu'au prochain workflow, jusqu'au prochain évaluation. Puis encore une fois, on peut insérer les utilisateurs qui sont présents. Ça peut être bien pour des références à l'intérieur, à l'interne de l'entreprise, parce que ça, encore une fois, ça reste privé. Donc, les observations, bien, les observations vont être en fonction de ce qu'on a vu durant la journée. Donc, là, on voit le manteau neigeux que j'ai introduit dans mon workflow tout à l'heure. Dans ma description, on le voit apparaître ici. On peut rajouter les observations météo. Encore une fois, rappelez-vous, c'est des observations météo à partir d'une station météo. Ceux qu'on voit sur le terrain, ça va être ça va être à l'intérieur de notre sommaire de sortie terrain. Puis, comme vous pouvez voir ici, j'ai un template que j'ai créé justement quelle information je veux aller retirer. Donc, ces templates-là, vous pouvez les adapter, vous pouvez les créer pour votre entreprise et ça va rendre l'information, l'insertion d'informations beaucoup plus rapide au lieu d'aller dans tous les petits onglets en dessous, un à un, puis d'aller chercher l'information que vous voulez introduire. Ben, vous pouvez vous dire, ben, moi, dans mon entreprise, c'est les informations qu'on juge qui sont standards, qu'on veut faire à chaque jour. Puis, à la limite, ben, s'il y a de l'information complémentaire, ben, vous pouvez toujours aller dans l'onglet approprié, puis insérer l'information que vous ajoutez cette journée-là. Donc, au niveau des observations à chaque jour, ben, les avalanches, encore une fois, comme on parlait tantôt, l'observation d'avalanche, c'est de l'information de premier degré. C'est de l'information qui est extrêmement importante. Donc, si vous avez observé des avalanches, de l'insérer, mais de ne pas oublier de faire aussi le sommaire, puis la zone de terrain que vous avez couvert. Et si vous n'avez vu ou pas du tout, c'est de l'information qui est primordiale. Au niveau de la gestion du terrain, un des onglets que je trouve très pertinent, c'est le mindset. Donc, dans quel état d'esprit vous avez navigué sur le terrain dans cette journée-là? Est-ce que vous étiez en mode d'évaluation? C'est votre première sortie de l'année, première sortie de terrain. On n'a aucune idée de ce qui se trouve, puis on veut avoir
prendre le plus de données possible. Donc, on va être un petit peu plus conservateur dans nos choix d'itinéraires, puis on va avoir des itinéraires qui vont être avec un objectif d'aller chercher le plus d'informations possible pour préparer les journées subséquentes. Stepping out, bien, tranquillement, on devient plus confiant avec le manteau neigeux, on va ouvrir plus de zones, on va aller explorer un peu plus de terrain, peut-être un peu plus complexe. Statu quo, ça veut dire qu'on est à parité par rapport à ce qu'on avait fait la veille. Stepping back, bien, ça veut dire que là, on estime que le risque devient un peu plus élevé. On veut tranquillement prendre des décisions un peu plus conservatrices. Maintenance, on a un doute, on va voir au niveau de la définition. Puis ça veut dire qu'on a potentiellement une couche faible persistante qui vient juste d'être ensevelie. Puis le focus, c'est d'essayer de maintenir et de perturber le plus possible cette couche persistante-là, comme par exemple un givre de surface. Puis on va vouloir faire de l'entretien ménager, si on veut, de nos pistes pour essayer de faire en sorte que cette couche persistante-là devienne de moins en moins persistante et qu'elle soit un plus faible problème à l'avenir. Entrenchment, quand on parle d'entrenchement, ben là, on va se cacher dans nos tranchées. C'est que là, on a un risque généralement qui va être plus élevé, puis on va marcher vraiment sur la pointe des pieds. Open season, ben là, ça veut dire là, que tout est ouvert. Le risque est potentiellement faible, puis on n'a pas de considération stratégique à avoir là, lors de nos déplacements. Puis lorsqu'on parle de spring diurnal, ben, c'est les cycles de gel, dégel au printemps. Donc, d'avoir une idée de ce qui se passe dans votre tête, point de vue stratégie d'utilisation du terrain, peut donner une idée sur quel type de manteau neigeux puis comment vous gérez votre manteau neigeux. Donc, c'est une information qui peut être pertinente, surtout de le partager à l'interne, que chaque personne sache un peu c'est quoi la stratégie. Hey, aujourd'hui, c'est-tu free for all, puis c'est open season, puis on voit pas trop de risques, pas trop de problèmes, ou on est plus dans assessment. On va essayer d'évaluer puis d'aller chercher le plus d'informations possibles relatives aux problèmes d'avalanche qu'on peut rencontrer. Donc, c'est une observation qu'on peut rentrer dans la gestion du terrain. Après ça, ben, le snowpack, notre description du manteau neigeux, donc notre sommaire du manteau neigeux qu'on avait fait le matin, va revenir inscrite ici. Donc là, souvent le soir, ce que je recommande, c'est de carrément l'effacer. On efface ce qu'on a inséré, on repart à neuf parce qu'on vient d'avoir une multitude de prises de données, on vient d'avoir plusieurs personnes qui se sont déplacées et qui sont capables de nous ramener de l'information à propos du manteau neigeux. Donc, c'est un bon moment de recommencer notre évaluation puis notre description du manteau neigeux. Dans la description du manteau neigeux, bien, on peut rapidement se perdre, on peut s'en aller dans une multitude de directions. Puis, ce qui est important dans la description du manteau neigeux, c'est qu'on veut transmettre aux autres utilisateurs, aux autres entreprises, c'est quoi notre perception du manteau neigeux, c'est quoi qui nous inquiète dans le manteau neigeux. Si on a un manteau neigeux qui est gelé de haut en bas, c'est une grosse croûte de regel comme on va avoir dans 2 jours, ben, dans ce moment-là, ça va être une description qui va être assez simple. Croûte de regel en surface, manteau neigeux très bien consolidé, très peu de problèmes d'avalanche, voire aucun problème d'avalanche. Mais lorsqu'on commence à avoir une multitude de couches faibles persistantes à l'intérieur de notre manteau neigeux, des plaques à vent qui se créent, qui se transforment ou qui se superposent, ben là, c'est important d'aller au plus simple et au plus direct. Donc, de ne pas nécessairement essayer de décrire chacune des couches une à une, mais de façon générale, comme par exemple la nouvelle neige, les 5 à 10 cm de nouvelle neige ont été redistribués par les vents est. Donc là, forcément, ben, tout le monde sait que si ça a été redistribué par les vents est, ben, on va les retrouver, les plaques, sur nos versants ouest, mais potentiellement aussi sur nos versants nord par chargement latéral, puis nos versants sud par chargement latéral. Mais tout ça, c'est des descriptions qu'on n'a pas nécessairement besoin d'écrire. C'est sous-entendu par le fait que je dis que ma neige a été redistribuée par mes vents ouest. On est tous un peu familiers avec ça, du moins je l'espère. Donc, de juste simplement dire que la neige est redistribuée, puis de dire qu'elle forme des plaques avant, puis de dire c'est quoi l'épaisseur de ces plaques avant-là, sur quoi qu'elles se développent, puis est-ce qu'elles sont réactives ou pas, bien ça, c'est l'information qui est pertinente, puis le reste devient un peu plus superflu, puis on peut rendre le tout le plus court. Si le texte est trop long,
les gens ne vont pas prendre le temps de le lire, puis on va perdre le message qu'on cherche à apporter à l'intérieur de cet onglet-là. Puis on peut faire comme je fais présentement, étirer la sauce et de rendre le tout un peu moins pertinent. Donc, c'est super important lorsque vous le décrivez, focuser sur c'est quoi les couches qui sont pour vous importantes puis qui ont un intérêt spécifique, c'est quoi leur réactivité, c'est quoi leur densité. Puis après ça, ben, si vous avez un milieu de snowpack inférieur qui est très bien consolidé, ben, de juste dire, OK, ben, mes problèmes sont en surface, puis après ça, ben, mon milieu inférieur de manteau neigeux est très bien consolidé. Puis c'est tout. On n'a pas besoin de rentrer dans tous les détails de toutes les couches de gel, dégel qu'on peut avoir eu au cours de l'année, parce qu'on sait qu'un rendu en avril, il peut en avoir plusieurs. Fait qu'à ce moment-là, on va vraiment focuser sur ce qui est pertinent et essentiel. Voulais-tu rajouter des choses par rapport au manteau neigeux, Julie? Non, c'est ça. C'est vraiment le texte qui est plus difficile à écrire. Fait que je vous mets au défi, c'est ça, d'essayer de garder ça court et pertinent. Donc, voilà. Dans l'année, ce qu'on voudrait faire, en fait, ben, je m'en prends bonne note, là, mais c'est ça. Je vais relire vos descriptions de manteau neigeux, puis vers la fin février, là, je vais en lire un peu. Puis après ça, je vais juste faire un petit suivi, juste voir comment ça va avec votre workflow, vos trucs. Mais tu sais, l'idée, c'est on fait une formation aujourd'hui, puis un atelier, mais on peut quand même vous donner un petit peu de support au fur et à mesure de la saison. Fait que d'ici là, à vos crayons. Puis dans la description du manteau neigeux, c'est pas là qu'on va mettre nos résultats de test. Les résultats de test, quand on a fait nos profils, ben, ça va aller dans nos observations. Ça va être dans profil de neige à ce moment-là qu'on va décrire nos résultats de test, soit dans le sommaire ou carrément dans notre Snowpilot ou Niviz qu'on va introduire en onglet. Je vous conseille fortement de l'inscrire, les résultats de test, dans le sommaire plus que de mettre dans un attachement parce que pour aller extraire cette donnée-là le lendemain, si vous cliquez sur l'attachement, ça va forcément ouvrir une autre fenêtre dans votre browser. Donc, si vous l'écrivez dans le sommaire, ben, lorsque vous allez créer un rapport, vous allez pouvoir lire ce sommaire-là directement au lieu d'être obligé d'ouvrir une autre page dans votre furteur. Puis, autre point là, qui peut être bien de le dire, c'est comment la neige se comporte sur vos skis, comment vous avez perçu la neige. De dire que vous avez skié agressivement des couloirs jusqu'à 40 degrés, ben, c'est une information pertinente à mettre dans la description du manteau neigeux. Ça démontre que, OK, ben, même si je skie de manière très agressive, des pentes de 40 degrés, ben, il n'y a rien qui décroche. Où j'ai sondé, puis les sondages au bâton démontraient des faiblesses dans le manteau neigeux à 40-50 cm de profondeur. Puis c'est sous une plaque avant où j'ai des ruisseaux dans le manteau neigeux. Donc, tout ça, c'est de l'information qui est pertinente à mettre dans le sommaire du manteau neigeux. Par la suite, ben, on va carrément refaire un établissement, en fait, des problèmes d'avalanche. Donc, les problèmes d'avalanche qu'on a eus durant la journée, on va les inscrire ici, puis on va leur annoter au niveau de la distribution, la sensibilité, la taille type. On va l'introduire sur notre rose. Les profondeurs à laquelle on va le trouver est très pertinent à mettre. Puis toute cette information-là va se retrouver encore dans votre rapport le lendemain. Lorsque vous allez sortir votre AM meeting le lendemain matin, bien, vos problèmes d'avalanche que vous avez mis la veille vont revenir, votre évaluation. Mais là, c'est important de l'ajuster. Si vous avez eu un 15 cm de neige dans la nuit, bien, dans votre AM meeting le lendemain, vous allez rajouter potentiellement 15, peut-être plus, au niveau de votre profondeur type que vous allez retrouver ce problème-là. Je voulais juste dire aussi, ça va souvent être le même problème. Hein? Tu sais, le matin, on suspecte des plaques avant, par exemple, mais on ne connaît pas vraiment sa sensibilité. Est-ce que ça réagit au skieur ou pas? Fait que le type de problème d'avalanche, la grosseur, versant, aspect, altitude, ça, on est quand même capable d'évaluer, d'estimer avec précision. Mais quand on revient du terrain, ben là, on est capable d'ajuster notre profondeur puis d'ajuster la bulle de sensibilité. Là. Est-ce que justement ça réagissait au passage d'un skieur ou pas du tout? Fait que vous avez quand même,
ça risque fort d'être le même problème, mais là, vous le fine-tunez, en fait. C'est ça, là, à moins vraiment qu'il y ait un problème totalement nouveau qui apparaît, là, mais normalement, non. Fait que c'est juste de valider puis d'ajuster des choses que vous Mhm. avez recueillies sur le terrain. Ouais. Puis merci de l'apporter aussi, la bulle de sensibilité. Ici, le point au centre, c'est votre évaluation. Donc, si on sait que c'est possible, puis des tailles de 2, ben, généralement, le point va être à possible et taille de 2. Puis ma bulle autour va représenter mon facteur d'incertitude. Donc, plus la bulle est petite, plus ça veut dire que je sais avec précision que ce problème-là va déclencher des avalanches autour d'une taille 2, puis que c'est possible. Puis plus la bulle, je vais l'agrandir, bien là, je démontre que je suis plus certain au niveau de la taille que ces avalanches-là vont être déclenchées, mais je suis moins certain au niveau de sa probabilité de déclenchement. Et l'inverse est tout aussi vrai. Donc, si j'ai vraiment une très bonne idée de le potentiel de déclenchement, mais que je n'ai aucune idée de la taille, ben, c'est ce qui est démontré avec le point ici. Mais le point au centre, lui, va toujours donner plus d'emphase sur qu'est-ce que vous pensez que ça peut être, puis la bulle autour va témoigner de votre facteur d'incertitude par rapport à ça. Encore une fois, il y a les points d'interrogation si jamais vous ne savez pas trop. Mhm. Là, ça vous aide. Donc, celui-là, je le trouve très bien fait. Si on prend la distribution puis la sensibilité au déclenchement, donc si on parle de quelque chose, d'un problème qui est spécifique et on estime qui est réactif, bien à ce moment-là, on va parler de likely. Donc, ça vient faire le travail pour nous. Parlons de la distribution, parlons de la sensibilité au déclenchement, puis on va tout de suite avoir notre potentiel qui va être déterminé. Juste, c'est ça pour finir avec ça, là, c'est tous des concepts que vous avez peut-être brièvement vus dans votre niveau 1 qui s'appelle le Conceptual Model of Avalanche Hazard, qui est dans les documents ressources. Fait que si vous êtes, c'est quoi donc sensibilité, qu'est-ce que c'est quoi, comment j'analyse ça, vous retournez dans l'onglet ressources, vous téléchargez, il y a un poster qui explique, c'est un gros poster qu'on avait mis dans la salle de classe. Niveau 1, on l'aborde brièvement. Niveau 2, c'est le cœur de notre travail. Fait que c'est normal que vous ne soyez pas tout familier avec ça. Donc, n'hésitez pas d'aller dans l'onglet ressources, imprimer ça si vous voulez. Chez nous, à Avalanche Québec, on l'a imprimé dans un cartable, puis on fouille, puis à chaque jour, on sort nos définitions. Puis là, on se dit, ah oui, c'est vrai, c'est possible. Ah non, c'est probable. Ah oui, c'est tel truc. Donc, d'avoir les ressources à proximité, ça va vous aider à être plus rapide et plus fluide là, dans votre évaluation. Donc là, si on prend l'exemple, on a mis que c'était sur un plan non spécifique, une plaque de tempête qui est spécifique, qui est réactive, et jusqu'à une taille 2. Donc ici, taille 2, spécifique réactive. Si je ressors mon onglet, donc spécifique réactive, ça veut dire que c'est likely. Donc à ce moment-là, je viens le positionner à likely. Je peux ajuster mon facteur d'incertitude. Ah, je pense que c'est peut-être un petit peu plus que likely. Mais je peux jouer avec ma bulle, mais mon point, lui, va être exactement là où est-ce que ma plus grande concentration d'informations me dirige. Puis lorsque j'ai rempli mon problème d'avalanche, mais lorsque je m'en vais au rating de mon danger, mon indice de danger, bien, je vais retrouver mon problème. Puis si j'en ai plus qu'un, je vais rapidement en créer un. Bien, lorsque je vais arriver dans mon indice de risque, bien, je vais retrouver mes problèmes. Donc là, j'ai déterminé que dans l'alpin, j'avais un problème de neige mouillée, puis j'avais aussi un problème de plaque de tempête. Bien, je peux venir placer lequel j'estime qui est mon problème le plus important en haut de la liste. Donc, je peux carrément réordonner mes problèmes. Donc, si c'est le problème de neige de tempête, je le mets sur le dessus, puis je vais mettre mon problème qui est moins inquiétant en dessous et je vais les trier comme ça. Et ensuite, ben, je peux mettre mon indice de danger. Si j'estime qu'il n'y a pas, comme présentement, sous la limite forestière, on n'est pas dépassé le seuil critique, je peux carrément mettre non disponible.
Puis par la suite, à la fin de mon workflow, je vais avoir une réflexion sur le danger que j'ai eu dans l'exposition au danger que j'ai eu dans cette journée-là. Donc, est-ce que le choix des itinéraires puis les objectifs de ma journée représentent la tolérance de risque de mon groupe? Donc, je vais rapidement mettre quelques commentaires par rapport à ça. Est-ce que j'ai eu des facteurs humains qui sont venus influencer mes décisions dans la journée? Je peux les énumérer puis mettre un peu plus d'informations par rapport à cette information-là. Est-ce qu'il y a eu des points de décision critiques dans ma journée qui sont venus affecter ma journée? Est-ce que ma prise de décision puis mon évaluation du risque a été faite de manière euh, juste et efficace par rapport à mon AM workflow, donc mon morning meeting? J'essaie de franciser au fur et à mesure. Je suis désolé, j'ai été conditionné à utiliser l'anglais dans les dernières années. Fait que c'est un bon travail. Puis, est-ce que j'aurais pu avoir des décisions qui auraient pu réduire l'incertitude? Donc, lorsqu'on part le matin, on part toujours avec un certain niveau d'incertitude. Puis, durant la journée, on cherche à aller chercher cette information-là qui pourrait combler nos zones d'incertitude. Donc, est-ce que j'aurais pu réduire cette incertitude-là le matin? Puis, qu'est-ce que j'aurais besoin pour le lendemain pour aller compléter l'information manquante pour avoir une meilleure évaluation de ma journée? Puis après ça, ben, qu'est-ce qui a bien fonctionné durant ma journée? Puis, qu'est-ce que je pourrais changer? Donc, ça, c'est une petite rétroaction que je fais à tous les soirs là, pour voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux adapter dans mes journées, puis essayer de réduire le plus possible le risque pour ma prochaine journée. Puis encore une fois, ça, c'est privé à chacune des entreprises, puis vous pouvez l'adapter, cette réflexion-là, pour chacun. Mais encore une fois, lorsqu'on on fait ça, ben on gère notre risque, mais aussi on a une trace écrite de notre gestion de risque. Puis, on est capable d'avoir une référence, puis les autres personnes, les autres acteurs de notre entreprise peuvent aller réviser ça, puis ça peut être bénéfique pour chaque individu, leur permettre là, d'augmenter leur niveau de gestion de risque, puis d'essayer de diminuer le plus possible les problèmes par la suite. Après ça, une fois que vous avez fini votre workflow, ben, vous allez avoir, autant en M que PM, vous allez avoir un résumé que vous pouvez repasser au travers. Puis par la suite, puis vous avez ici, là, justement, ça le marque que c'est privé l'information que vous allez mettre, tandis que le reste va être publié. Par la suite, vous allez devoir le partager. Donc, quand vous le partagez à l'opération, après ça, ça va être partagé à l'ensemble des utilisateurs d'InfoX. Et cette information-là va devenir publique. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez partagé l'information, votre workflow, vous ne pouvez pas retourner changer des éléments de ce workflow-là. Donc, c'est un aspect légal aussi qui permet là, de protéger et de prévenir l'usurpation. Donc, c'est ce qui fait en sorte que ça rend aussi ce document-là, le workflow comme tel, un item légal qui peut vous aider dans votre gestion de risque, mais aussi prévenir si jamais il y a une poursuite. Là, vous allez être capable de démontrer comme quoi vous avez fait votre effort nécessaire pour prévenir les risques et d'essayer d'atténuer les conséquences le plus possible. Puis, vous pouvez l'imprimer carrément ou vous pouvez créer un format PDF qui peut être partagé. Vous pouvez même avoir une liste de distribution à l'intérieur de votre entreprise, puis avoir avec les adresses courriels. Puis à ce moment-là, lorsque vous allez le diffuser, bien, tous les courriels qui sont inscrits à la liste de diffusion vont recevoir une copie de votre workflow, puis l'information va être partagée à ce moment-là. Oui, c'est super. C'est exactement ça qu'on fait, nous autres, à Avalanche Québec. Là, quand c'est fini, par exemple, la fin de semaine, on a un programme d'ange gardien. Donc, l'équipe terrain envoie son workflow AM avec sa destination. Moi, quand je suis ange gardien, je le reçois sur mon courriel. Je regarde où est-ce qu'ils vont. Donc, je suis capable de les suivre. Puis, l'autre affaire aussi qui est intéressant, c'est quand vous êtes sur des équipes avec des horaires différents. On n'est pas tout le temps en train de travailler, puis on n'a pas tout le temps la tête dans la neige. Fait que si on sait que la semaine prochaine, vous rentrez pour un horaire, un bloc de travail, vous pouvez aller sur InfoX puis aller lire les derniers, peut-être pas tout analyser, mais au moins aller relire la dernière journée de terrain pour vous remettre un peu dans le bain. Donc, au lieu de se laisser des messages sur papier ou dire, ah ouais, vous êtes allé skier ou vous avez fait quoi, là? Dis-moi ça vite, vite, vite.
ben, vous relisez à tête reposée les workflows InfoX AM, PM de la dernière journée avant que vous arriviez. Donc, vous savez qu'il y a une X tempête que vous êtes allé skier à X place. Donc, ça permet aussi de colliger l'information à un seul et même endroit qui est disponible pour toute l'équipe de guides et de travailleurs. Donc, nous autres, c'est comme ça qu'on l'utilise. Fait que je vous invite à essayer d'évaluer les options pour votre entreprise. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. C'est sûr que quand vous allez se mettre à jouer là-dedans, vous allez peut-être avoir d'autres questions, mais est-ce qu'il y a des choses, là, a priori, qui vous suscitent des questionnements? Faut comprendre. Nous, on en avait une. Oui. La différence entre Summit et Share to Operation. Attends, quand tu es dans ton workflow? Oui, OK. Ben, ça dépend de. Ouais, comme à la. Ouais. Ouais. Ça dépend de comment c'est installé là, dans tes settings, dans tes paramètres. Là. Quand c'est, par exemple, je vais juste te donner un exemple. Avalanche Québec, on a des observateurs qui sont les employés du CDS au Parc La Gaspésie. Eux, ils ont un niveau d'utilisation dans InfoX qui est restreint. Donc, eux, ils sont juste capables de soumettre des données et il faut que ça soit approuvé par Avalanche Québec. Donc, par exemple, Raymond, quand elle va faire l'observation météo, elle peut entrer ses données et elle va faire Share Within Operation. Ça va arriver dans InfoX Avalanche Québec, puis moi, je les revise. Des fois, je fais ah ouais, oups, elle s'est trompée parce qu'elle ne fait pas ça souvent ou elle a oublié qu'il fallait mettre ça comme ça. Je le corrige un petit peu, puis après ça, je peux le partager. Fait que c'est ça un peu la différence. Fait que je ne sais pas comment c'est installé chez vous. Ça serait peut-être quelque chose à valider aussi. Est-ce que vous êtes tous un utilisateur? Est-ce que vous utilisez tous le même nom d'utilisateur? Est-ce que vous avez un modérateur, un soumissionnaire? En tout cas, il y a différents niveaux, là. Fait qu'il faudrait juste valider dans vos paramètres à l'auberge de montagne qui a quel droit de faire quoi. Mais normalement, tu fais share, puis share, ça partage avec tous les opérateurs InfoX. Share within operation, c'est vraiment pour c'est ça, des gens où est-ce que tu auras un superviseur, par exemple, qui travaillerait dans un endroit puis il veut approuver tes données. Fait que il faudra juste valider, là, mais normalement, vous ne devriez pas avoir cette option-là. Summit, c'est l'envoyer InfoX, puis Share to Operation, c'est l'envoyer à l'intérieur de l'opération pour que le modérateur puisse approuver l'information qui a été mise. Puis après ça, Submit à InfoX. Puis des fois, c'était genre de vieux résidus, là, de peut-être qu'au début, ça a été installé comme ça, puis personne n'a jamais rien changé, puis ça l'a resté, là. Fait que ça serait juste de valider vos différents niveaux d'utilisateurs avec les noms. Puis vous pouvez tout faire ça vous-même aussi, là. Vous pouvez les ajouter, changer les adresses. Vous n'avez pas besoin de nous contacter, là. Ça se fait tout de votre côté. Il y a d'autres aspects qui existent sur InfoX qui sont en module rajout, comme le run list. Le run list, je ne l'ai pas sur le mien parce qu'il faut s'abonner, il faut payer en surplus. Ça permet d'avoir l'entièreté des pistes d'une opération. Puis avec ça, ben, vous allez pouvoir le matin catégoriser vos pistes, donc leur donner un code de couleur. C'est un plus, mais ce n'est pas nécessaire de le faire à l'intérieur d'InfoX. Puis par expérience, le run list comme tel, c'est le moment où est-ce qu'on a la plus grande opportunité pour être capable de partager des connaissances. Comme à l'auberge avec votre nouveau guide Yann, ben, ça peut être pratique de lui donner de l'information à l'intérieur du run list, à savoir ben, sur cette descente-là, ben, à tel endroit, telle convexité, elle a tendance à produire des avalanches ou juste faire attention, il y a un cap de roche juste un peu plus bas. Donc, sans nécessairement aller vers l'option Run List à l'intérieur d'InfoX, vous pouvez vous créer un tableau Excel avec toutes les pistes que vous avez disponibles. Vous pouvez désigner des zones puis de dire, OK, ben aujourd'hui, je vais travailler la zone du Hogsback. Je vois ici toutes les pistes qui sont sur le Hogsback puis je vais donner un code de couleur à chacune des pistes. Donc, telle piste va être verte, ça veut dire verte, je peux l'utiliser sans aucun problème. Lorsqu'on parle d'une piste qui est jaune, c'est-à-dire qu'on va faut remplir un certain critère pour être capable d'aller sur cette piste-là. Donc, quand on parle d'un code jaune,
disons, faut que la pente elle aille avalancher ou faut que la corniche en haut de la pente soit tombée. Donc, il faut absolument que lorsqu'on met un critère jaune, un code jaune sur une piste, qu'il y ait une condition puis un commentaire par rapport à celui-ci. Puis il faut que cette condition-là soit remplie pour dire qu'on va aller. L'avantage du run list, c'est que ça permet d'éliminer les prises de décision émotives ou les irrationnelles lorsqu'on est sur le terrain, d'éviter d'avoir des facteurs humains qui vont dire hey, regarde, cette piste-là a l'air vraiment belle, il y a vraiment une belle quantité de neige dessus, elle n'a pas l'air d'avoir formé de plaque, on va y aller. Mais malheureusement, si on l'a mis rouge, par exemple, ben, à ce moment-là, on ne peut pas revenir en arrière. Elle va être encore là le lendemain, par contre. Fait que de vous créer à l'interne un run list complet, ça peut être fait de manière informelle là, sur Excel, une feuille Excel, puis de juste mettre le code de couleur puis les commentaires qui est associé avec. Ça peut être extrêmement pratique. L'avantage avec InfoX, c'est que vous êtes capable, en mettant les pistes, ben, ils sont géoréférencés sur l'onglet des maps à l'intérieur de vos rapports. Puis vous pouvez même associer des photos avec on vient de perdre l'électricité. Il fait même associer des photos avec ces pistes-là. Donc, ça devient extrêmement dynamique. Surtout le matin, lorsqu'on fait notre AM meeting, ben, je sors le run list, puis là, ben, on a d'un côté de l'écran les pistes. Puis lorsqu'on clique sur la piste, ben, on va voir la photo de la piste qui apparaît, puis on est capable de discuter des conditions particulières de cette piste-là. Mais ça peut être fait à l'extérieur de ce module-là, juste en vous créant, comme je disais, là, une feuille Excel, puis quitte à avoir un ouvrage de référence, soit sur l'ordinateur ou en photo, avoir un catalogue photo de votre opération. Puis ça, ça l'incite, ça l'aide énormément. Ça fait que présentement, ça l'aide énormément les gens qui sont peu familiers avec le territoire. Et ça pourrait être des bonnes idées pour des projets d'été, là, juste pour boucler la boucle avec ça. Tu sais, il y a bien des choses là, qu'on met en place, mais tu sais, si on se faisait, mettons, une liste de travail, soit de temps de pluie ou de printemps ou d'été, là, il pourrait avoir ça, tu sais, de se faire on appelle ça un atlas terrain ou un descriptif de nos itinéraires de ski. Ça peut être des photos, ça peut être juste tout le nom de vos pistes. Et nous autres, on utilise le nom des pistes du livre guide parce que c'est avec ça qu'on travaille. Donc, on prend l'application puis on dit, OK, aujourd'hui, green, vert, c'est toutes ces descentes-là, puis rouge, c'est toutes ces descentes-là. Donc, juste de vous trouver une terminologie pour que tout le monde parle le même langage. Puis sinon, ben, ce qui pourrait être le fun aussi à valider cette année ou en tout cas dans votre opération, c'est on a dit qu'on ne creusait pas des profils de neige tout le temps, mais des fois, il y a des moments qui s'apprêtent. On veut se pratiquer, c'est un changement, une journée plus courte, les gens sont rentrés à l'avance ou je sais pas, on a un moment dans la journée qu'on se dit, OK, là, ça serait bien, me semble, d'aller faire un profil de neige. Bien, vous pouvez identifier un site de référence. Comme ça, vous allez tout le temps au même endroit. Je sais pas, une fois par semaine, une fois aux 10 jours maximum, puis vous faites un profil complet ou un profil avec le plus d'informations possible. Comme ça, vous êtes capable de retracer l'évolution de la neige à ce même site-là. C'est intéressant de faire des profils tests à différents endroits, mais c'est le fun aussi d'avoir un site de référence pour voir, OK, la croûte, là, est-tu en train de se décomposer ou c'est juste parce que j'ai basculé de versant que je sens plus la croûte? Donc, chez nous, à Valence-Québec, on utilise le site à Ernest Laforce, qui est à peu près à 640 mètres d'altitude. Donc, c'est un site protégé des vents. C'est relativement plat, il y a de la place en masse. Donc, vous pouvez vous identifier au préalable à un site sur le terrain. Vous mettez des bambous, vous mettez du flag pour pas que personne aille creuser ou faire des sauts à ski là-dessus. Puis, vous pouvez avoir ça à proximité, fait que c'est intéressant. Puis sinon, ben, pour ceux qui n'en ont pas, de s'évaluer l'endroit pour faire un- une base pour une station météo. Je l'ai dit tantôt, une station météo, ça peut être une règle à neige, une planche à neige, un endroit qui est dégagé, puis vous allez à chaque matin ou à chaque soir à cet endroit-là. Donc, de désigner un site. Dans le niveau 1, on appelle ça le study plot. De vous désigner, des fois, il faut aller faire un petit peu de bûchage pour couper des arbres, mais ça aussi, ça serait intéressant de regarder quel site vous pourriez utiliser. Il y en a qui ont déjà un super site qui est bien installé, mais ça pourrait être des idées de mission de fin de saison qui pourraient grandement vous aider dans votre travail. Donc, je sais pas, c'est ça, on avait pas mal écoulé le temps, là. On pourrait parler de ça
forever. Et Je Alex, tu ferais, je voulais ferais peut-être dire quelque chose, ouais? Ouais, ben, je voulais juste refaire du pouce sur ce que tu viens de mentionner. Justement, le Study Plot, c'est un bon site à avoir proche de la base d'opération parce que c'est quelque chose que on va faire à l'extérieur du temps guidé. Puis après ça, vous pouvez avoir des sites de référence identifiés sur votre territoire. Lorsque vous déplacez pendant la journée, bien, vous arrêtez, faire un profil à cet endroit-là. Si je regarde, par exemple, SME, Soccer Mountain Experience, qui se trouve à être une des entreprises qui a été victime du plus gros accident de l'industrie guidée au Canada. Et j'ai appris énormément à cet endroit-là parce qu'ils ont développé énormément à la suite de cet accident-là. Eux, leur standard, c'est à chaque jour, il faut qu'il y ait un guide qui creuse. Donc, ces sites de référence-là qui sont fixes sur le terrain, sont numérotés. Ben, lorsqu'un guide va passer par un de ces sites de référence-là, il va s'arrêter pour creuser, faire un profil qui ensuite, ça va être référencé à l'intérieur de l'entreprise. Puis ces endroits-là qui sont plus ou moins fréquentés, bien, on va être capable de voir l'évolution à travers l'année. Et ça a un excellent plus-value. Chacun des sites va avoir un peu de particularité, comme par exemple un site dans le territoire alpin sur une surface, une face qui va être sous les vents dominants ou un site qui va être sous la limite forestière où est-ce qu'il y a tendance à avoir du givre de surface qui va se développer. Puis donc, à ce moment-là, ben, en fonction des problèmes qui sont actifs, ben, on va vouloir cibler tel ou tel site en fonction des problèmes actifs en ce moment, puis aller chercher l'information, puis aller surtout avoir un point de référence par rapport aux conditions actuelles à cet endroit-là. Super, ben, c'est ça. Merci de votre participation. Je ne sais pas si vous avez appris des choses ou retenu des trucs, mais la vidéo va être disponible là, pour réécoute plus tard. Donc, c'est ça, si vous voulez réouvrir votre ordinateur à un moment donné, ouvrir votre InfoX puis écouter en même temps, ça peut être une idée. Sinon, ben, c'est ça, je vous remercie. Je suis vraiment contente que vous soyez là. C'est une première qu'on fasse ça. Vous donnerez des commentaires, là, qu'est-ce que vous pensez. L'objectif, c'est d'essayer de vous aider justement à augmenter l'acquisition, le partage de données. Puis si vous avez des questionnements, ben, faites-nous signe. Merci. Merci. C'est à votre tour. Ouais, merci la gang. Puis Ouais, merci. Puis, Merci, Alex. ouais, c'est ça, merci. Puis Charles-Alex. Julie va vous faire parvenir. Ouais, excuse-moi, Charles-Alex, Vas-y, Julie. on va te partager le vidéo, là, c'est ça. Puis on a un document, là, qu'Alex et moi, on a travaillé conjointement, là. Fait qu'on va vous le partager, là. C'est un genre de résumé de qu'est-ce qu'on a dit. Fait que des fois, en plus qu'on bascule entre l'anglais puis le français, des fois, c'est pas évident de suivre, là, mais vous allez avoir accès à ce document-là pour référence. Fait que après ça, allez faire un peu de votre travail de votre côté, puis faites-nous savoir si on peut vous aider de quelque manière. Cool. Ben, bonne soirée tout le monde. À bientôt. Merveilleux, merci beaucoup. Bonne soirée à vous Salut. autres.